Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On en a vu des films en septembre et en octobre. Oui, on en a vu. Tu vas bien, Franck? Je vais bien et toi, tu vas bien? Ouais, nickel. T'as vu combien de films? Euh... Je crois que tu en as c'est- vu un de plus que moi. Ouais, sur le total, ouais. Bon, il y en aura un paquet en tout cas, hein. Oui, oui. Installez-vous confortablement parce que cette vidéo va durer longtemps. Hmm. Par quoi tu aimerais commencer? Bah, le mois de septembre. Ouais, mais on a vu des films et on va les critiquer. Ouais, ouais, ouais. Bah, ah oui, donc on va spoiler, Oui, vous êtes accessoirement. habitués maintenant, si vous regardez ce genre de format de vidéo, c'est que vous savez que on en parle a posteriori pour pouvoir justement spoiler comme des gros cochons. Voilà. On commence par quel film, Franck? Sirat. Ok, Sirat. Sirat. Tu as vu Sirat? Oui. J'ai vu Sirat. Alors, il me semble que je l'ai vu avant toi. Oui. D'ailleurs, je t'avais dit, si tu peux aller voir Sirat, va voir Sirat. Et j'ai eu à cœur de ne pas te dire de quoi ça parlait, parce que je Mhm. trouve que c'est important de ne pas entendre parler de ce film en allant le voir quand même. Parce qu'après, tu sais, ça a fait tout un... Sur les réseaux sociaux, ils en ont beaucoup parlé en disant, ouais, c'est un film choquant, il faut le voir parce que c'est choquant. Si tu t'attends à être choqué, j'imagine que le plaisir est pas le même. D'accord. Ouais. J'ai pas suivi après ce qui s'en est dit sur les réseaux Mhm. sociaux. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu as pensé de Sirat? Euh, D'abord, c'était un film très chouette à voir au cinéma, parce qu'il Mhm. y a des images qui sont splendides, les décors naturels, enfin, je trouvais que ça claquait à l'image. Le désert, notamment? Ouais, ouais, bah oui, beaucoup, ouais. La musique aussi, hein, beaucoup de techno, mais de la chill techno, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit, parce que j'y connais rien. Et je trouvais que c'était vachement prenant. Et après, donc en fait, le pitch de base, c'est un père qui écume les festivals. C'est au Maroc ou en Algérie, je sais plus. Il me semble que c'est au Maroc. Il me semble aussi, mais bon, vous nous reprendrez dans les commentaires C'est si jamais on se trompe, le désert marocain, il me semble, oui. il me semble. Et il va faire plusieurs. Enfin, il suit des raves pour essayer de retrouver sa fille dont il a plus de nouvelles. Et il se doute qu'elle a été dans ces. Sa dans- fille est une amatrice de ce genre Voilà, de sortie voilà. et donc il essaie de la retrouver Et via il ce essaie groupe. de la retrouver, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Il cherche à la retrouver, Ah pas parce que non? ça fait plus de 6 mois qu'il n'a pas de ses Oui, nouvelles. voilà, c'est ça. Bon, ben, voilà. Et donc C'est un bon prétexte, hein, oui, oui, pour oui, aller oui, chercher sa c'est un fille. prétexte suffisant. Ouais. Et il part avec son fils, du coup, à la recherche de sa fille, et donc il suit un groupe de rêveurs, ça se dit? Oui, des ravers, oui, tout à fait. Ouais, voilà. Puisqu'ils lui disent que plus loin, il y a une autre fête et peut-être qu'elle y sera. Donc il Oui, va elle les. est un peu plus prisée, un peu plus, comment on appelle ça, réservée à une élite, quoi, Ouais, en ouais. quelque sorte. Donc il y va et à un moment donné se passe le drame. On le dit ou oui, de toute façon Alors, juste quand même, on laisse l'opportunité aux gens qui ne l'aient pas vu et qui regardent cette vidéo quand même. S'il vous plaît, coupez la vidéo maintenant, voilà. vous zappez à dans 5 minutes. Parce que là, ce que Franck va dire, effectivement, il faut que vous le viviez sans l'avoir entendu. Et dans 5 minutes, on balance un gros spoil et merde. Non mais ouais donc Pardon, excuse-moi de te couper. On a mis le chapitrage, de toute façon, dans la vidéo, donc vous voyez quand la critique de Sirat est finie, vous basculez à l'autre critique. oui voilà. Il perd son fils dans un accident un peu bête quoi, c'est-à-dire que il y a un des camions qui suit qui est en panne ou je sais pas quoi Oui, il est enlisé, en tout cas. et le gamin joue au ballon près du précipice et il demande à son fils de rester dans la voiture. Sauf que dans la voiture, on ne sait pas trop ce que fout le gamin, mais à un moment donné, le frein à main se desserre et la voiture, elle tombe dans le précipice avec le gamin dedans. Et donc, et là, moi, je trouve que à ce moment-là, le film prend une autre orientation. On est à l'instar du personnage principal qui est joué par Sergi Lopez, dans un espèce d'état second. Mm. Et tout le film, en fait, t'es dans cet état second-là. Euh, Moi, j'avoue que j'y ai pas plus cru que ça à sa réaction à lui, Ah ouais. à Sergi Lopez. Je trouvais que, enfin, je sais pas, devant l'horreur du truc, hein, tous ceux qui ont des enfants, enfin, tu ne peux que t'identifier à cette situation-là, enfin, à t'imaginer comment tu réagirais. Tu réagirais mal, et moi, je pense que ma réaction aurait été encore pire que celle qu'il a eue. Et après, on est dans un espèce, le film jusqu'à la fin, il est dans un espèce de flottement jusqu'à ce qu'ils arrivent aussi à ce champ de mine là où
où justement là, il y a une des nanas, ils sortent les enceintes du camion, ils se posent à un moment donné dans une espèce de grande plaine désertique, et ils sortent les enceintes, ils mettent la musique, et la nana commence à triper, puis à un moment donné, elle dit je veux que ça pète, et d'un coup, pow, elle explose quoi, parce qu'elle a mis le pied sur une mine. Et en fait, c'est une bonne comédie. Hein. Ouais, c'est hilarant. Non, mais après, le truc, c'est que bon, ils vont essayer de sortir de cette plaine sans se faire exploser. Et le film se termine où ils arrivent à trouver un train, et ils s'en vont. Et en fait, toute la quête de la première partie du film de retrouver la fille n'a plus d'objet. Il y a plus de, Ah oui. enfin, ça va plus du tout dans cette direction-là, quoi. Et moi, j'avoue que donc j'ai été bluffé par les images, j'ai été vraiment pris par la musique, mais c'est la réaction de Sergi Lopez. Je sais pas, je sais pas, j'y ai pas cru, ça m'a pas bouleversé autant que ça aurait dû me bouleverser. Puis après, bon, tu sais que c'est un film, donc tu mets aussi une distance Bah après, en naturelle. Mais... plus, enfin, chacun est différent par oui, bien rapport sûr, à bien sûr. n'importe quel choc. T'en as qui vont se muer dans le silence, t'en as qui vont hurler, t'en as qui vont peut-être même rire de nervosité. Enfin, tu peux vraiment trouver tout type de réaction. Bien Donc sûr. en fait, peut-être tu t'es un peu projeté sur toi, ta réaction Oui, aurait été oui, mais autre. oui, Du coup, oui, ça, bien tu sûr. t'es moins identifié. Moi, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment très très fort parce qu'en fait, il est dans le déni au début quand il voit la voiture tomber. Alors, il comprend qu'il est mort, mais il est dans le déni. Il dit non, non, mais on va le chercher Oui, parce oui, que oui. on va le chercher parce que c'est pas possible. En fait, ça n'existe pas. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lui dise qu'il l'a vu en bas Ouais, de la c'est ça. falaise. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a une explosion avant qu'ils lui disent. Il y a la première explosion, la meuf meurt, et après l'autre lui dit non, mais par contre, on n'a pas osé te le dire avant, mais Ouais, on peut-être. a vu le corps. Mais il y a autre chose que tu veux dire sur ce film-là? Non. Ok. Sirat, je crois qu'ils disent au début du film, c'est la frontière entre le monde, l'enfer et le paradis, ou un truc comme ça. Enfin, Ouais, le ils purgatoire, font quoi. une citation, c'est une ligne, une frontière en tout cas entre quelque chose. Et en fait, le film va tout le temps surfer là-dessus. Euh, Moi, j'ai aimé justement ce décalage. Tu parlais de gens pas qui y rêvaient, mais qui, je sais plus quel terme tu as utilisé, je sais plus, je voulais rebondir quand tu l'as dit, mais je l'ai mangé. Effectivement, c'est des gens qui sont en transe. Et en fait, on est en permanence entre le réel et cette fameuse quête d'autre chose. On a l'armée au début qui intervient au moment de la rêve, et là vraiment on a deux mondes qui sont en total paradoxe, en opposition. On est dans cette fameuse frontière entre le cadre, quelque part l'horreur de l'humanité, et le fait de l'humanité qui cherche à justement chercher un ailleurs, c'est-à-dire ne pas être dans le réel, ne pas être dans le concret, Oui, potentiellement il y a une quête dans spirituelle de quelque toute chose de façon. joli. Ouais. La musique a un rôle prépondérant dans le film, parce que justement, elle représente un peu cette quête d'ailleurs et d'élévation spirituelle. Et on a affaire à des personnages qui sont tous amputés de quelque chose. C'est vrai, ouais. Il y a Sergi Lopez qui est amputé parce qu'il a plus sa fille. Il y a un gars qui est amputé littéralement d'un bras. Il y a la nana qui est amputée parce qu'elle raconte son histoire et en gros, je sais plus si c'est son mec qu'elle n'a plus, ou enfin il y a quelque chose. Ils ont tous. Il y a l'autre qui a une jambe en moins. Voilà, c'est ça. C'est tous des personnages à qui il manque quelque chose. Et en fait, ces humains, ça montre en fait la dureté de la vie, tout simplement. Cherche à s'évader, c'est-à-dire cherche à trouver un paradis un petit peu meilleur. Et effectivement, la réalité de la vie fait que ça te ramène au fait que ta quête principale, la recherche du bonheur ou quoi que ce soit, à tout moment, elle peut être bouleversée. Et c'est vrai que sa recherche initiale, la recherche de sa fille, va ne plus avoir aucun sens dès lors qu'il est confronté à la réalité de la cruauté humaine. Parce que là aussi, les mines, ça représente quand même ce que est capable de faire l'humain. On a ce rapport avec l'armée au début et à la fin aussi d'ailleurs. Mais ouais, moi j'ai trouvé ce film vraiment très très intéressant, plus dans son interprétation que dans sa forme, possiblement, parce que la réalisation, c'était peut-être un peu plat. Je sais pas si c'est un défaut fondamentalement, tu vois, parce que là aussi... La photo était belle. Hein. Ouais, la photo était très belle. Et justement, je pense que volontairement, il a tenu à faire des plans assez lisses, assez propres, pour mettre encore plus en exagération les moments d'horreur, tu vois, et de choc, on va dire. Donc non, franchement, moi, ce film, je l'ai vécu comme comme quelque chose que j'avais pas vu au cinéma, déjà, et je trouve que c'est suffisamment cool pour le dire. Et puis, ça m'a profondément marqué. J'ai été assez bouleversé par le film. Et je trouve que pour le coup, le film a des lectures qui peuvent être très très intéressantes
dans l'analyse. Donc, au-delà de le vivre sensoriellement, on peut aussi y rechercher des thématiques. Bien sûr. Et donc moi, je le conseillerais aux gens qui nous regardent. Ouais, non, mais je pense qu'effectivement, plusieurs lectures peuvent être intéressantes après du film. Mais c'est vrai que enfin, moi, je sais que quand je suis dans une salle de cinéma devant un film, c'est d'abord, je me plonge dans l'univers et j'essaie de vivre au maximum ce que les personnages vivent, quoi. Bien sûr. Tu vois, après, moi, le pitch de départ, je l'ai aimé. C'est-à-dire le gars qui recherche sa fille. Déjà, j'étais conquis par l'idée même du film. Je t'avoue que, au bout d'une demi-heure, je commence à me dire, bon, où est-ce qu'ils veulent en venir? Parce que si c'est ça pendant tout le film, ça risque d'être un petit peu long. Et là, il y a le moment du frein à main qui intervient. Et à ce moment-là, bah ouais, tu bascules dans un... En fait, j'étais pas prêt. Tout a été fait au terme de réalisation, justement, pour que je n'accepte pas ce moment-là en tant que spectateur. Moi, je me rappelle avoir poussé un petit cri dans la salle, tu vois, même quand il y a la première explosion. Les spectateurs étaient assez choqués. Enfin, vraiment, il s'est passé quelque chose. Et c'est cool que ce soit un film français qui propose ça. Est-ce que je voulais dire autre chose par rapport à ce truc? Je ne pense pas. Oui, si, le frein à main. Il était déjà enlevé, je pense, non? Je sais plus. Je sais plus. Parce que quand on a parlé en disant il y a quelque chose qui enlève le frein à main, je me demande si est-ce que le frein à main était déjà détaché et c'est le poids du gosse et du chien qui font en jouant dans la voiture, en jouant que ça la recule, ou est-ce que vraiment il l'a enlevé en sachant pas que ça allait faire reculer la voiture? Ça, on s'est soigné de ça. Ouais, pareil. Ok. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé Sirat. Ah, mais moi j'ai bien aimé aussi, mais c'est juste que voilà, sur la fin j'étais un peu circonspect. Et puis Sergi Lopez joue super bien quand même. Bon, même si tu t'es pas senti émotionnellement impliqué comme tu aurais aimé à ce moment-là, je trouve qu'il est bon. Puis j'adore le moment où justement il dit plus rien, il est face à son destin, et il avance en mode je peux crever, j'en ai plus rien à foutre. Quand il franchit les mines, là, c'est assez fort, je trouve. Bref, moi c'est bon, j'ai tout dit. Ah bah oui, forcément. Ouais. Le chat décide toujours de manger au moment où on enregistre, c'est fou. Ensuite, qu'est-ce que Conjuring 4? Ah oui, Conjuring 4. Bah... Non, quoi dire? En fait, dans les précédents épisodes, les 1, 2, 3, le film se concentrait beaucoup sur les familles victimes. Ouais. Et dans celui-là, pas vraiment, en fait. Ouais. La famille, tu as l'impression que ça pourrait être n'importe qui, n'importe où. Ça change pas grand-chose, puisque vraiment le film se concentre sur la fille des Warren, qui semble avoir des pouvoirs similaires à sa mère. Après, c'est toujours les mêmes effets un peu éculés de jumpscare, de ambiance, machin. En fait, il y a rien que t'as pas déjà vu ailleurs, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai cette impression-là. Ce qui fait que un peu comme le 3, je l'ai presque aussitôt complètement oublié, quoi. Pourtant, le 3, je l'ai revu il y a pas longtemps, mais voilà, il ne reste pas grand-chose. Non, j'ai pas grand-chose à dire sur Conjuring. Le seul truc, c'est comme c'est la poule aux œufs d'or, est-ce qu'ils vont pas fictionnaliser encore plus le truc et faire les aventures avec leur fille, quoi, tu vois? Ah non, par contre, il y a une série qui est prévue. Ah oui, d'accord. Okay. Donc c'est pas fini. Hein. D'accord, ok. Ah oui, avec Vera Farmiga ça, et ouais. Je sais pas. Ok. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, tiens, j'ai vu la nonne 1 et 2, je les avais pas vus. Ah. Et en fait, l'actrice principale, c'est la sœur de Vera Farmiga. D'accord. Et parce que je dis, mais elle lui ressemble, ça pourrait être sa fille, et non, c'est sa sœur. Enfin voilà, c'était pas bien, mais c'est moins bien que Conjuring quand même encore, je trouve. Ouais, c'est plus mauvais, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Ah, Conjuring, c'est le combien, le 4, celui-là? Oui. J'ai trouvé que c'était presque un film presque passable, tu vois. Au début, j'y ai cru. En fait, tu disais, ouais, effectivement, on s'attarde pas trop sur les victimes. Ouais, effectivement, bah, c'est la première fois qu'ils s'attardent même sur le couple Warren, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai apprécié cette première partie de film, notamment pendant une demi-heure. J'ai ressenti un attachement pour les personnages. Moi, ce qui me dérange un petit peu, si tu veux, c'est vraiment... bon, il n'y a pas quoi en faire crier au scandale, mais la différence entre le potentiel réel et ce qu'on véhicule des Warren, parce que c'était quand même des charlatans à la base, les Warren. Moi, je vous conseille l'excellent livre qui a été écrit par le couple Occulture. Je mets la petite image là qui démonte tout ce qu'on peut imaginer sur les Warren. Vraiment, c'est du concret, c'est qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quelles ont été les conséquences de leurs enquêtes, etc. Donc c'est fascinant, mais ça démontre complètement toute possibilité de croire en quoi que ce soit. Mais cela dit, il y a des choses qui restent intrigantes dans le paranormal,
sans forcément être obligé d'avoir 10 démons dans une même pièce, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la surenchère à chaque fois d'horreur et ça rime à rien. Moi, ce qui me fait flipper dans les films d'angoisse, c'est justement des trucs assez simples qui peuvent être inquiétants. Je comprends pas ce besoin. Bah, je comprends parce qu'il faut plaire aux spectateurs de 18 ans, tu vois. Et c'est eux le public cible. Ouais, Donc c'est pour ça qu'on est largué, Franck. Mais oui, décidément. Mais ouais, c'est pas un film que je recommanderais. Non. J'ai pas forcément envie de voir les suites, mais j'ai apprécié les quelques moments d'humanisation du trio principal. Ouais, moi j'en avais plus rien à foutre en fait. Mais ça fait déjà depuis un moment, tu vois. Moi j'aime bien le duo d'acteurs. Oui, non, mais ils fonctionnent très bien ensemble, Ouais. ça, il n'y a pas de souci. Et puis, enfin, j'ai rien contre eux. Personnellement, je les aime bien, mais en fait, t'en as vu un, tu les as tous vus, quoi. Ça repose tout le temps sur la même formule, en tout cas sur la formule générique, c'est-à-dire sur le genre horreur, c'est toujours le même type de truc. Ah oui, quoi. c'est la même chose, c'est en permanence. D'ailleurs, j'ai revu même le Conjuring 1 au cinéma avant d'aller voir celui-là. Je l'ai revu à la baisse. Hein. Oui, non, mais oui, pas folichon non plus. Alors que moi, j'ai vu un film des années 80 qui s'appelle La Nuit des Sangsues. C'est un pur bonheur. Ah, quoi. ouais. C'est ultra référencé, ça référence plein de films d'horreur des années 80, ouais. Mais c'est décomplexé, c'est fun, c'est très popcorn. Ça fait pas peur, mais c'est gorasse à certains moments. Et c'était vraiment sympa, quoi. Donc je préfère plus ça, c'est plus fun, c'est plus je trouve que Conjuring, ça se prend trop au sérieux et ça rate ses effets, quoi. Je trouve. Mais bon, après, c'est peut-être aussi, rate complètement ses effets, non, mais c'est sûr. Mais c'est peut-être parce que aussi on en a tellement vu que ça a plus vraiment d'emprise sur nous non plus, tu vois, je sais pas. Et c'est assez rigolo quand même comme je sais que tu as vu la série Ed Gein. Oui. Inspiré de Ed Gein. Oui. Je pensais qu'on disait Ed Gein. Non, bon, peu importe en fait, on s'en fout. Quand on a regardé, c'est rigolo parce qu'on n'était pas ensemble, mais quand on a regardé la série, chacun de notre côté, on s'est renseigné en même temps sur qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'on mate et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est ça. Ouais. Et si tu fais le même chemin pour les Conjuring, non, mais en fait, 95% de ce que tu vois n'a pas existé. C'est-à-dire que le miroir, il n'existait même pas, tu vois, alors que c'est le sujet principal du film. Bah, la nonne, elle apparaît à Amityville, à la base, c'est dans le 2. Mais non, il n'y a pas. Puis ça a été montré que c'était une supercherie aussi. Enfin, bon, bref. Dalloway. Ouais. Avec Cécile de France. Le réalisateur de Boîte Noire. La Boîte Noire, ouais. Et ouais. Voilà. Bof. Enfin, alors, le film voudrait se placer dans le genre du thriller, thriller paranoïaque. Qui, moi, je trouve, est pas forcément exploité parce que tu ressens pas en tout cas, je n'ai pas ressenti de tension particulière. Tu sais, à un moment donné, tu as juste envie de dire, mais l'IA, tu la débranches, quoi. Enfin, je veux dire, donc c'est, oui, l'histoire d'une écrivaine qui est en panne d'inspiration, qui s'inscrit dans une résidence d'artistes et qui loge tous dans un espèce d'établissement qui est géré par ouais, enfin c'est la domotique, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a rien de très futuriste en fait. C'est très actuel. Et cette autrice, donc qui est jouée par Cécile de France, se fait aider par une IA pour l'écriture. Et sauf que l'IA cherche à en savoir de plus en plus sur elle. Mais en fait, ouais, je sais pas, c'est pas que j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'est que j'ai eu du mal à me sentir impliqué dans le truc et à pas trouver des alternatives qu'elle n'a pas choisies pour se sortir de la situation oppressante dans laquelle elle se trouvait, quoi. Après, Cécile de France, elle joue Cécile de France, quoi. Elle joue bien, quand même. Hein. Oui, voilà. Après, elle a son mari, au début, tu crois que c'est son père, tellement il est plus âgé qu'elle, qui sert pas à grand-chose. En fait, tous les autres personnages ne servent finalement pas à grand-chose. Si, ce qui est rigolo, c'est que tu sais qui fait la voix de l'intelligence artificielle. Oui, c'est la chanteuse Mylène Farmer. Ouais. Donc, et je trouvais que sa voix passait plutôt bien. Oui. Si ChatGPT pouvait parler comme ça, tu vois. J'avoue. Non, mais bon, après, je suis ressorti de là et je me suis pas...
c'est un film qui sera vite oublié. Enfin, tu vois, j'avais même oublié que je l'avais vu Ouais. avant de refaire. Et il y a un liste, truc quoi. que tu as oublié de dire aussi qui est important, et je l'avais oublié aussi, mais j'y repense là en même temps que tu parles du film. L'élément principal du film, c'est qu'elle écrit un roman, et elle décide d'écrire un roman sur son fils qui s'est suicidé. Oui, oui, oui. Et en fait, elle ne comprend pas pourquoi il s'est suicidé, sachant que la veille, elle lui parlait encore, Mmh. et il y a eu quelque chose à un moment donné dans sa vie qui a fait qu'il s'est suicidé. Et du coup, elle est un peu en quête de ça, et l'IA va s'approprier un peu les traits de son fils, notamment reprendre sa voix, sa propre voix. Et il va y avoir un jeu de manipulation entre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'en fait, bon, je vais pas trop en dire, sinon vous allez deviner un peu là où je veux en venir, mais je laisse la chance pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais moi, je suis un peu comme toi. Alors, j'ai trouvé le film bien, mais c'est vrai qu'il n'est pas non plus transcendant. Non. Et il n'y a rien de révolutionnaire. En fait, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas assez d'enjeux sur ce qui peut se passer sur sa vie à elle. En fait, le film te fait poser la question, est-ce qu'elle est folle? Ou est-ce que véritablement, il y a une manipulation de la part de l'intelligence artificielle? Voilà. Et donc, jusqu'à la fin... Ouais, c'est un peu lèche quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, et puis, ouais. c'est un truc qu'on a déjà vu 10 000 fois. Enfin, j'ai envie de dire. Donc, ok. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de films qui traitent de l'intelligence artificielle qui, malheureusement, sont déjà un petit peu ringards. Ah, mais très vite, oui. Non, mais c'est vrai. Ouais. Parce que tu vois, celui-là, en fait, tu le sors il y a 10 ans. Ouais, bah ok, ça fonctionne, tu vois. Mais aujourd'hui, en fait, comme tu le disais, on est dans ce réel-là, en fait. On est dans le truc où l'intelligence nous parle et puis on interagit par rapport à ça. Donc, en fait, la menace, on la ressent pas tant que ça, je trouve. Bah, j'en reparlerai justement dans le film Chien 51 que j'ai vu aussi à ce moment-là. Pareil, je me dis, ben, le film, en fait, est ringard avant même de... Alors que, si tu veux, il serait sorti il y a 10 ans, c'était parfait. C'est très dommage. Je comprends pas qu'ils n'arrivent pas à se plonger au-delà, Le problème, c'est que l'IA, ça va tellement vite aujourd'hui que d'une semaine à l'autre, tu as des progrès pas possibles, que faut être dans l'anticipation ultime, tu vois. Mais même les robots humanoïdes, on y vient. Là, il y a peut-être d'autres enjeux que juste de dire l'IA va prendre le contrôle. Mais t'as pas vu l'IA du mal. Si, je l'ai vu. Si, tu l'as vu au final. si. Non, mais c'est bon, ce discours-là, on l'a entendu 100 fois déjà. Ouais, c'est désuet maintenant. Ouais, non, bon, enfin, voilà, c'était pas... Après, il y a quand même un maniement du suspense qui est plutôt pas mal. Après, je te dis, moi, c'est les enjeux qui me manquaient. J'avais envie de savoir, mais en même temps, je n'étais pas cloué à mon siège pour savoir. Non, c'est comme ce long passage où... parce que visiblement, c'est la canicule dehors et elle sait pas où se mettre parce que l'IA refuse de, je sais pas, fermer les volets ou quoi, mais je sais pas, elle s'enferme dans ses chiottes et puis c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui sont... Tu vois, si je peux mettre en parallèle avec le film de Fincher, The Game, oui. C'est un peu le même délire. C'est-à-dire qu'il y a un suspense. Non, mais justement, je le mets en parallèle en disant que The Game est bien plus efficace parce qu'en fait, les éléments et du coup, l'intrigue et l'empathie que tu as pour le personnage fait que ce qui se passe est suffisamment, comment te dire, hors du commun. Et du coup, tu as vraiment envie de commun. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Alors que là, en fait, tu comprends direct dès le début. Oui, bah, possiblement, l'intelligence artificielle la manipule. Puisque tu es installé dans ce monde-là. Oui, mais encore, et pour quel mobile, quoi? Oui, mais tu as envie de chercher le mobile, mais je veux dire, il n'y a pas de grands enjeux. Oui, bah non. Dans The Game, il y a un vrai enjeu, et l'enjeu, d'ailleurs, est suffisamment énorme qu'il en est théâtral à la fin, tu vois. Mais bon, bref. Voilà, j'ai aimé, mais c'est vrai que c'était pas extraordinaire non plus. Après, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Je ne l'ai pas vu. Eh ben, écoute, alors moi, je suis pas un grand fan de Paul Thomas Anderson. Il y a des films que j'aime beaucoup, comme Magnolia. Il y a des films où je me suis fait chier, comme The Master. Donc, voilà, les haters, déchaînez-vous dans les commentaires, hein, pour dire. Bref. Et celui-là, je l'ai trouvé plutôt sympa. Le film est relativement long. Je crois qu'il fait plus de 2h40, il me semble. Et le temps, je ne l'ai pas vu passer. J'ai trouvé la performance des acteurs plutôt sympa, notamment Sean Penn, qui est assez... Tu dis ça parce que tu l'as rencontré il y a quelques mois au Festival de Lyon. Mais enfin, rencontré, je l'ai vu. Ah, il t'a fait un petit salut de loin quand même, j'ai vu. Franck le gardien. Non, mais voilà, DiCaprio était très bien comme à son habitude. Il y a beaucoup d'humour dans ce film, et tout le film en fait c'est un peu un road movie. Enfin, c'est vraiment la trajectoire d'un personnage donc qui en fait initialement il faisait partie d'un groupe d'activistes. Enfin, notamment il suivait plutôt sa femme qui était dans un groupe d'activistes qui s'appelait les
les French quelque chose, French 76, je sais plus, je dis peut-être une connerie. Et il était fou amoureux de cette nana-là, et cette nana-là était vraiment activiste au plus haut point, jusqu'à ce que sa nana se fasse arrêter et finisse par balancer un peu tout le monde. Ce qui fait que Leonardo DiCaprio vit seul et élève seul sa fille, qui a finalement à peine connu sa mère. Et ceux que sa femme a balancés veulent plus ou moins réclamer vengeance et donc éliminer notamment toutes les personnes qui ont gravité autour de cette femme-là, et notamment son compagnon surtout, et sa fille, quoi. Et c'est Sean Penn, en espèce de militaire complètement aigri, qui en fait une affaire personnelle, quoi. Et non, enfin, je trouve que c'est dépeint avec beaucoup d'humour, ou cette espèce d'élite, catho, raciste, enfin blanche, et le regard qu'ils ont justement sur ces mouvements contestataires faits par des personnes qui sont pas de sang pur, et comment Sean Penn essaie d'intégrer aussi ce milieu-là. Enfin bon, après, je t'en dévoile pas trop, mais le film vaut vraiment le coup d'être vu. C'est plutôt plaisant, c'est bien rythmé. Peut-être parce que, si j'ai aimé ce film-là, peut-être que c'est parce que ça sortait peut-être d'un style un peu plus lent et contemplatif que Paul Thomas Anderson a usé dans certains de ses films, quoi. Là, c'est un peu plus énergique, mais en même temps, c'est pas une erreur comme on avait vu le film d'Aronofsky là, qui essaye de faire du Guy Ritchie ou quoi, et qui se plante, quoi. Là, non. Enfin voilà, le film est plutôt sympa. Après, bon, ça fait un moment que je l'ai vu, donc je raconte mal, mais moi, et pitcher les films, c'est toujours compliqué. Mais voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est très bien rythmé, parce que je te dis, le temps, tu le vois pas passer. Les personnages sont assez plaisants à suivre. Benicio del Toro est très sympa. Enfin, très sympa à suivre, je veux dire. Tu l'as pas rencontré comme Sean Penn? Non, pas encore. Mais la semaine prochaine, normalement. Non, voilà. Non, c'est un film que je te recommande. Vraiment. Ok. Je suis pas emballé. Non, ouais, non, mais je vends pas bien. C'est difficile. Non, je pense que c'est le genre de film que il faut saisir le bon moment pour le voir, tu vois. 2h40. Ouais, déjà. L'affiche est horrible. Paul Thomas Anderson. Bon, alors, je trouve que c'est un super réalisateur, tu vois. Mais tu sais aussi quel genre de film tu vas voir quand tu vas voir ces films. Oui, mais justement, là. C'est un peu surprenant. En tout cas, c'est plus mainstream, j'ai envie de dire. Okay. C'est un film un peu plus mainstream. Oh, c'est pas facile. Mainstream? Mainstream. Ouais. Okay. Donc c'est peut-être parce qu'il est un peu plus conventionnel, entre guillemets, dans sa forme, où il y a moins de fulgurance de mise en scène, je trouve, même s'il y a des plans qui sont quand même particulièrement sympas. Je pense notamment à une poursuite en voiture dans le désert à la fin, qui est assez sympathique. Non, ouais, il est peut-être un peu moins non conventionnel, si tu veux. Donc, il l'était déjà dans Resident Evil 4, quand même. Ouais. C'est une blague. Ouais. Donc voilà, une bataille après l'autre. Moi, j'ai beaucoup aimé, franchement. Voilà. Ok. As-tu vu autre chose en septembre? Oui, je suis allé voir Exit 8, un film japonais. Mais t'en avais pas parlé déjà? Si, en live. Ah, mais oui, dans le live. Oui, donc revoyez le live, non? Bâtard. Non, mais ça fait des vues. Je vais en parler très très vite. Ouais. Quel feignasse. C'est tiré d'un jeu vidéo, Exit 8. Je ne le savais pas en allant voir le film. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un gars qui se promène dans une cage de métro. Dans un couloir de métro, et qui, en franchissant un premier couloir, se retrouve dans le même couloir. En fait, il est dans une espèce de labyrinthe fantomatique. Il croise un personnage qui a une mallette dans sa main, qui à chaque fois vient vers lui, l'ignore, et passe comme ça. Et à chaque fois qu'il y a une anomalie, il doit faire demi-tour. Et en fait, voilà, il voit un panneau sur lequel est inscrit cherche les anomalies, et chaque anomalie est à prendre en compte. Et donc, s'il y a une anomalie, il doit la voir et faire demi-tour. S'il n'y a pas d'anomalie, il peut continuer, et en continuant, il franchit un niveau. C'était pas très terrible. C'était pas terrible. En fait, sur le moment, j'ai passé une expérience assez sympathique, mais j'ai pas aimé le film.
Après coup, je me dis, c'est complètement dispensable. Ça vaut pas le coup de... Parce que voilà, il y a du fantastique qui est vraiment mis juste pour faire plaisir aux spectateurs, mais ça n'a vraiment pas d'intérêt. Je veux dire, quand tu as compris le concept, tu te mets à la place du personnage, tu vas une anomalie, tu fais vite demi-tour, tu vois. Sachant que ça fait déjà 2 jours que tu es dans le labyrinthe, enfin j'exagère, mais alors que lui, il va aller chercher la curiosité, fait qu'il va aller vraiment regarder, oh là là, oh ben en fait il y a un tsunami qui arrive vers moi, tu vois. Surprenant. Donc non, c'est, enfin, l'idée est originale, le concept, voilà, si vous voulez regarder, passer un moment sympathique, vous pouvez, mais c'est pas un grand film, loin de là. D'accord. J'ai fait court. Ouais, c'est bien. Et alors, qu'est-ce que tu as vu d'autre en septembre? Une place pour Pierrot. Film français sur le handicap, parce que ça y est, c'est à la mode. Depuis qu'Artus nous a pondu le film Un petit truc en plus, ça a fait tellement carton qu'à chaque fois, en France, ça fonctionne comme ça. Quand un film émerge et vend énormément de place, il y a des sous-produits, tu te retrouves avec 10 films qui traitent du même thème et qui sont plus ou moins bons. Bah, celui-là est moins bon. Alors, non pas qu'il est moins bon que le film d'Artus, parce que le film d'Artus, bon, c'est un film populaire et c'est pas si mal au final. Là, on est un peu plus dans le sérieux du handicap. C'est une personne qui doit avoir la cinquantaine, tu vois, qui est autiste. Et du coup, on se rend compte de la difficulté du truc. J'ai pas aimé. Je trouve ça plombant. C'était pas drôle, c'était pas assez émouvant. Et puis au final. Est-ce que tu t'attendais à quoi? Une comédie? Non, mais tu vois, j'avais vu Pieds nus face à l'Himalaya. Tu sais, j'en avais parlé dans le podcast qui est sorti avec Audrey Lamy. Ça, c'était génial. Et pourtant, c'était hyper dur, hyper triste et drôle aussi. C'était bien plus vivant, tu vois, parce que justement, les émotions étaient bouillonnantes. Que dans ce film-là, c'est un peu plat, et puis on a vite compris où ça voulait en venir, et j'ai pas été attaché au personnage. D'accord. Donc non, j'ai pas aimé, je le conseillerais pas forcément une place pour Pierrot. À mon avis, vu le temps qu'il est resté en salle, peu de gens en ont entendu parler. J'ai vu le film Regarde, avec Danny Boone. Je l'ai pas encore. Devine sur quel sujet? Le handicap. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Donc, Danny Boone s'est séparé de sa femme. Ils ont un enfant. Cet enfant a, je sais pas, la vingtaine. Il doit avoir 18 ans, un truc comme ça. Et il est atteint, il ne le sait pas, mais il le découvre, d'une maladie qui le rend aveugle. D'accord. Et en fait, c'est irrémédiable. C'est-à-dire qu'au moment où le film commence, il voit, mais il se rend compte qu'il voit moins bien. Et à la fin du film, on sait qu'il ne verra plus rien. D'accord. Donc en fait, on va voir cette lente progression vers le monde inconnu du handicap. Et ben là aussi, on est dans un film que je vais recommander, tu vois, par exemple. Parce que déjà, Danny Boone, moi, je sais pas, j'ai rien de particulier envers lui, mais je le trouve plutôt bon acteur et plutôt sympathique à l'écran. J'aime bien le voir, plus que dans forcément les films qu'il fait lui, tu vois. Mais en tant qu'acteur, je le trouve cool. L'actrice qui forme le duo d'acteurs principaux, je la trouve géniale, j'ai oublié son nom, je te l'avais dit, je sais pas si tu t'en rappelles, l'espèce de rousse un peu... Audrey Fleurot. Audrey Fleurot, je la trouve géniale. L'acteur de 18 piges, là, il est super aussi. Et puis, bah voilà, le film est plaisant parce qu'en fait, du coup, si tu veux, le handicap du fils va réunir ce couple qui s'était séparé. Et puis, dans l'adversité, en fait, on crée des nouveaux liens et puis on fait un nouveau départ. Et en fait, ils devaient emmener leur fils faire des examens et commencer en fait les examens, les traitements pour que ça ralentisse un peu le processus. Il décide, au lieu de ça, d'aller lui faire vivre ses plus belles journées. C'est-à-dire, il l'emmène faire du surf et lui découvre l'amour, machin, etc. Donc, c'est assez sympathique, c'est émouvant. C'est pas le film du siècle non plus, mais c'est vraiment un film feel good et pour la famille et qui traite du handicap d'une belle façon. D'accord. Donc, c'est cool. Est-ce qu'il y en a d'autres? Regarde, Une place pour Pierrot, Sirat Exist 8. On y est. Ok. Bon, le mois d'octobre maintenant. Ouais. En octobre, on retourne toi d'un fil. Ouais, c'est ça. Marche ou crève. Oh, bah merci. Tiens. Je vais plutôt marcher du coup. C'est un peu ça. Ouais. Ah oui, Marche ou crève, inspiré de Stephen King. Ouais. Est-ce que tu avais lu le livre? Pas du tout. Alors moi, j'avais lu le livre. Ah, oh merde. Oh, putain. Accrochez-vous. Non. J'avais beaucoup aimé le livre. D'accord. Franchement, le livre est très sympa. J'avais juste été déçu par la fin. Et le film change la fin. Et le film change la fin, mais elle n'est pas plus satisfaisante, je trouve. Je sais pas quoi en dire. Je sais pas vraiment quoi en dire parce que moi, je trouve que les acteurs, les deux acteurs principaux jouent plutôt bien, jouent plutôt pas trop mal. Marc Hamill, lui, en fait un peu des caisses derrière pour tout le temps beugler les mêmes conneries.
Alors, le truc, il y a une différence entre le bouquin et le film, Ouais. c'est que dans le film, ils sont 50 au départ, Ah. dans le bouquin, ils sont 100. D'accord. Donc là, le truc, c'est que le truc, c'est qu'avec ces 50-là, t'as pas le temps de connaître les 50, quoi. Imagine s'il y en avait eu 100. Non, et le truc, alors effectivement, le truc, c'est que c'est assez graphique, les Mhm. mises à mort sont assez graphiques, mais sont quand même relativement répétitives, parce qu'au bout de la 5e balle dans la tête, si tu veux, bon, C'est pareil dans le livre? Les morts sont assez je répétitives. me rappelle plus, parce Ouais. que j'ai lu, j'étais ado, donc ça, je te parle d'un temps que les moins de Mhm. 20 ans ne peuvent pas connaître. Et même les moins de 30 ans. Bref, non, peut-être pas les moins de 40 ans, quoique. Ça peut durer très longtemps. Ouais, Donc. ça peut durer très longtemps. Non, mais alors moi j'ai pas trouvé ça déplaisant à regarder. Tu suis le truc. Mais après, alors s'il y a je trouve qu'il y a quand même quelques bonnes idées. Enfin, il y a visuel, notamment la première nuit. Où en plus, ça grimpe et tout. Je trouve que esthétiquement, c'était plutôt sympa. Mais après, tout le reste, t'as l'impression que c'est les mêmes plans tout le temps, quoi. Enfin, t'as un plan latéral où tu les vois passer, et puis un plan frontal. Et bon, la mise en scène, enfin, je sais que il y a eu Franck Darabont qui avait été attaché au projet à une époque, Ouais. et j'aurais aimé voir ce que Ouais, ça bien a sûr. donné, vu ce qu'il a fait avec la ligne verte Bien et sûr, puis bien sûr. les évadés. Ça fait longtemps qu'il n'a pas réalisé en plus. Oui, ça fait longtemps. Et là, si tu veux, bon, point de vue de mise en scène, bof, donc tu regardes un peu pour l'histoire. Mais en fait, si, là où j'ai été surpris, c'est que comme la fin est différente du bouquin, je m'attendais à ce que je m'attendais à la fin que moi je connaissais. Donc, est-ce que tu peux la dévoiler? Alors attention, si vous voulez pas entendre la fin de l'histoire de Marche ou Crève dans le livre, vous zappez dans 2 minutes. bah, dans le livre, c'est Garetti, donc le personnage qui est un petit peu costaud, qui gagne. D'accord. Et au moment où il gagne, plutôt que de s'arrêter, il se met à courir, quoi. C'est voilà. Enfin bon, je résume un peu vite de mes souvenirs, mais c'est le truc qui m'avait un peu. Je fais ah bon, tout ça pour ça. Enfin, je trouvais ça un peu moyen. Alors que là, c'est l'inverse. Là, c'est lui qui se sacrifie pour que. Oh bah du coup, la fin du film est presque meilleure du coup. Oui, peut-être, mais bon, il faudrait relire la fin du livre, bien sûr, parce que ça a sûrement une signification. Et puis c'est un peu plus complexe que ce que je viens de raconter, quoi. Donc voilà. Mais parce que trop vulgarisé, on finit par dire des conneries. Des conneries. Donc. Non, voilà. Bon après voilà, j'ai trouvé ça, c'était pas déplaisant à voir, mais je le reverrai probablement pas, quoi. Ouais. Je vais être un petit peu plus dur que toi. Alors moi, j'ai pas lu le livre, donc déjà peut-être que aussi ça te remémore des sensations que tu as eues en lisant le bouquin. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé que le film passait à côté de tous ces sujets. Déjà le sujet sociétal. J'imagine que dans le livre, c'est peut-être potentiellement un peu plus complexe, parce que là, on te raconte rien de pourquoi ils sont là, pourquoi ils veulent faire cette course. Si, tu as une phrase au début qui te dit c'est la merde, ils veulent gagner des sous, c'est un moyen de gagner des sous. Tu vois? Et à aucun moment, ne serait-ce que dans l'histoire des personnages ou dans les dialogues qui vont être échangés ou quoi que ce soit, on te rajoute des éléments qui te permettent de comprendre une société qui possiblement est vraiment particulière dans un monde gangréné, quoi. Oh, il y a quelques petits flashbacks avec le père. C'est très rapide. Oui, mais voilà. Après, tu vois, oui, il y a 2-3 idées, genre les spectateurs, tu vois, qui sont au bord de comme s'ils assistaient au Tour de France. Oui, mais alors attends, là, dans le film, je crois que dans le bouquin, les gens pouvaient venir pour les soutenir ou machin, que là, non, ils n'ont pas le droit dans le film. Ouais. C'est parce que tu passes devant chez eux, ils ont le droit de sortir de chez eux pour regarder. J'avais compris qu'ils avaient le droit, moi aussi. Et non, que t'as la foule, elle peut être que au bout, quoi. D'accord. J'ai trouvé que le réalisateur ne sait pas, effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a pas de mise en scène, ou très peu, qui ne sait pas filmer la fatigue. Moi, je suis désolé, mais les mecs ont marché combien de jours? Ouais, longtemps. C'est pas possible. Ouais. Enfin, ou c'est pas possible tel que je le vois. Oui, c'est-à-dire que tu souffres pas avec eux. C'est ça. Tu souffres pas avec eux. Au bout de 2 heures de film, t'as l'impression qu'ils ont marché 2 heures. Tu vois. Et c'est un vrai problème parce que justement tout l'intérêt aurait été de voir le dépassement de l'être humain face à une difficulté qui au final t'amène à la mort. Ça, donc du coup, je l'ai pas aimé. Je trouve qu'en termes de réalisation, il n'y a pas d'élévation. On a très peu de plans où on s'élève par rapport justement à ces personnages. 80% du film, c'est des plans rapprochés. Ouais, c'est ça, ouais. Et des discours qui sont complètement lambda.
Moi, je me suis pas du tout attaché au personnage. Tu disais dans le livre, il y en a 100. Bah putain, heureusement qu'il a pas mis 100 personnages dans le film, parce que comment il aurait fait pour qu'on s'attache à eux? Les personnages, tu t'y attaches par une phrase à tout casser. Ouais, bah disons qu'après ce sont des archétypes, quoi. Ouais, mais à la limite, des archétypes, ça aurait pu marcher. Je sais pas pourquoi, mais je me suis pas attaché à eux vraiment. Et puis tu disais, les deux acteurs jouent bien. Alors moi, je trouve que le Black, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Bah, c'est lui qui joue dans Alien Romulus, ouais. Je trouve que lui, moi, je pense que c'est une prochaine star du cinéma. Je suis sûr qu'il va percer. Parce Mhm. que je le trouve vraiment, vraiment, vraiment bon dans le jeu. Mais à part ça, Mhm. les autres, je trouvais qu'ils jouaient mal, en fait. Tu vois, peut-être, oui, celui qui a de l'embonpoint, tu peux dire qu'il passe. Mais je trouve que dans le jeu, vraiment, j'ai trouvé les acteurs pas bons. Et les mises à mort, la première mise à mort te fait dire le film va être génial. Ouais, enfin, ça surprend C'est le bien côté fait, graphique. ça surprend, ouais. il y a un côté. Mais alors après, Bah, feignasse, quoi. ouais, ouais. Je sais pas, pipi caca, ouais, pipi caca, on monte de la chiasse, c'est censé, oh mon dieu, de la chiasse. Enfin, Bah oui, mais en même temps, vraiment? Non, mais oui, ça peut être là, mais je veux dire. Bah, disons que c'est un enjeu aussi, c'est tu marches, t'as pas le droit de t'arrêter, comment tu Oui, fais, mais la quoi, façon dont c'est filmé, si tu veux, Ouais. non, quand le mec baisse son froc et met de la chiasse partout, je me suis pas senti impliqué. Non, mais à la limite, quand l'autre s'arrête pour faire caca vite fait, à la limite. Parce que on se dit, oh là, s'il fait pas vite, il s'en prend une, tu vois. Mais le coup de la diarrhée gratuite, c'est vraiment, on te jette ça à la gueule, justement, tu vois, véritablement. Et puis j'ai trouvé que ouais, toutes les morts sont répétitives. J'ai trouvé qu'il n'y a pas de rébellion. Alors je sais pas comment c'est dans le bouquin encore une fois, mais à un moment donné, il y a 4 mecs qui les suivent, ils sont 50. Oui, mais c'est le jeu, si tu veux. Et ben, sauf que justement, s'ils avaient insisté sur le poids de ce résultat, de ce que ça peut changer dans une vie de gagner, j'aurais peut-être compris. Mais là, si tu veux, c'est tellement léger en termes de contexte que je me dis, bah, les mecs, retournez-vous tous, jetez-vous sur les gars. Il y en a un qui fait ça dans le film. Tu sais, il bute un mec et puis en fait, je sais pas, il vise même pas, il vise à côté et puis il se fait buter de lui, tu vois. Je trouve ça vraiment léger. Alors j'ai aimé la toute fin. Je trouve sympa le côté sacrifice et que l'autre au final décide de buter celui qui a tué son père, tu vois. Je trouve scandaleux d'utiliser Mark Hamill pour jamais montrer son visage. Putain, enlevez-lui ces putains de lunettes à un moment donné. Non, enfin, je trouve que le rôle est bâclé de Mark Hamill. Sa voix est identifiable, mais c'est tout. Et puis, non, mais je suis désolé, les personnages, le fils de Mark Hamill, enfin du personnage de Mark Hamill, le lapin blanc, ou je sais pas quoi, là, le beau gosse qui chope la crève, en fait. Oui, oui. Oui, non, mais ça n'importe rien, le fait que ce soit son fils ou quoi. C'est nul. Oui, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est chaque truc est pas exploité. Le mec est complètement fou, on comprend qu'il est fou. Bon, bah, vivement qu'il crève, il va crever, voilà, basta. Ouais, il y a le petit chinois qui est rigolo, là. Qui joue dans Karate Kid Legends. C'est ce que je dis, putain. L'asiatique. Oui, mais il est chinois. Hein. Il est chinois. Enfin, il me semble. Non, mais il a joué dans. Il a joué dans Karate Kid Legends. Donc, bon, bah, il doit marrant, être originaire de d'Hong Kong. Tu vois, tu comprends que voilà, le côté les femmes. Mais cela dit, lui, je trouve qu'il il exprime plutôt bien la fatigue. Oui, c'est vrai. C'est le seul. Oui, c'est le seul. Il devient zombie, quoi, en fait. Ouais. Oui. Mais bon, non, j'ai pas du tout aimé, moi. Marche ou crève, c'était à la fin, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je viens de voir. Et pourtant, il y a tout pour me faire aimer ce genre de cinéma. Adapté de Stephen King, j'y vais systématiquement. Un truc où les gens se font buter sous la menace, ça me plaît. Enfin, voilà, mais vraiment, j'ai pas kiffé. T'en parles à quelqu'un, tout ça ou... Ouais, je vais voir une psy tous les 2 jours. Ouais. C'est pourtant le réalisateur de Je suis une légende. Ouais, mais j'aime pas, Je suis une légende. Ah ouais, bah, je trouve que c'était bien mieux, Je suis une légende. Et réalisateur de Hunger Games aussi, il me semble. Oui, bah c'est pour ça. Ouais, peut-être. Non, mais j'ai l'impression que le film est fauché. Je sais pas, hein, mais moi, quand je vois Marche ou crève, je me dis c'est complètement fauché. Mais en fait, je pense que le souci vient pas du budget du film, le souci vient du fait que la mise en scène est... Ouais, mais des fois, quand t'as pas de budget, la mise en scène, bon, c'est pas vrai. Si, c'est pas vrai ce que je dis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ouais, je sais pas. Bon, bref, Marche ou crève, ça se laisse regarder et ça s'oublie aussi vite. J'ai envie de Paradoxalement, je l'oublie pas. Ah oui. Je me rappelle de tout, mais non. Moi, j'ai vu un très chouette film. Ah, Tron RS. Non. A Big Bold Beautiful Journey avec Margot Robbie et Colin Farrell. Oui, j'ai vu la bande-annonce. J'ai beaucoup aimé. C'est une comédie. Ah, c'est sur le ton de la comédie. Alors, comédie dramatico-romantique, si tu veux.
où en fait ce sont deux personnes qui se rencontrent à un mariage et pour venir au mariage, ils ont loué chacun une voiture à une espèce d'entreprise un peu bizarre. Et au moment de repartir, les GPS de leurs voitures respectives leur demandent est-ce que vous voulez vivre une belle grande aventure. Et donc les deux ayant passé le mariage de façon un peu, ils sont un peu fait chier, ils choisissent oui. Et en fait, la voiture va les amener dans différents endroits où ils ont des portes. Il y a des portes et ils ouvrent des portes sur leurs souvenirs. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Ça m'a, moi j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est assez frais, c'est assez joli, c'est assez profond, je trouve. D'accord. Parce que toi aussi, tu te projettes. Enfin, moi, je me suis projeté dans le film où je me suis, parce qu'en fait, ils revivent des souvenirs. Donc, par exemple, Colin Farrell, il arrive à un moment donné, on le voit dans la bande-annonce, il arrive dans son collège où il y a je sais pas si c'est un prof à côté qui lui dit, vous avez 15 ans et Margot Robbie arrive derrière et puis il se retourne, il fait, je sais pas, vous avez 40 vous. Et en fait, où lui revit ces moments-là et il comprend qu'il était amoureux de telle nana et qu'il lui a dit, mais qu'il aurait pas fallu qu'il lui dise. Donc ça sert sur la nostalgie aussi. Ouais, oui, mais en fait sur une nostalgie consciente, dans le sens où on comprend qui nous sommes au regard de notre passé. Et si on avait la possibilité de revivre ces moments-là, qu'est-ce qu'on changerait? Et au final, ils sont juste spectateurs ou ils peuvent changer des choses? Ah non, ils sont spectateurs. Non, ils sont spectateurs et acteurs. Ils sont dedans. Ils sont dedans, mais leurs interactions n'ont pas de conséquences. Ah ben, voient le film. Ah, ok, très bien. Ils voient le film. Parce que c'est ça qui est important aussi. Oui, non, mais ils voient le film. Non, ils sont pas devant un film de leur souvenir, si tu veux. Ils revivent le truc et avec leur perception d'adulte. Même s'ils se replongent dans ce moment-là, dans le moment où ils étaient. Moi, j'ai trouvé ça très joli. J'ai trouvé le concept très sympa ça mêle le fantastique, l'onirique, avec le plaisir d'une comédie romantique et il y en a pas. Et c'est pas cucu quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé ça cucu. J'ai trouvé ça sympa. J'ai très très envie de le voir. Et le film n'a visiblement pas bien marché. La bande-annonce, elle est pas ouf. Ouais. Vraiment. Je sais pas. Moi, ça m'a intrigué, donc du coup, ça m'a donné envie de le voir. Mais je sais que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit waouh. Alors déjà, j'ai vu la bande-annonce en VF. C'est une catastrophe, la VF de Margot Robbie. Tu l'entends, la VF de Margot Robbie? Tu vois cette voix, espèce de crissarde un peu. C'est aussi la voix de Mortel Adèle dans... Tu connais pas Mortel Adèle? Oui, mais si, Mortel Adèle, à la limite, ça fait très dessin animé, quoi, tu vois. Alors que pour une vraie personne. Enfin, du coup, moi, ça m'a tout de suite un peu refroidi. Et je sais que ce que tu en dis, là, me donne très, très envie de le voir. Donc, je vais le mettre. Plus qu'une bataille après l'autre. Largement plus, oui. Il n'y a pas Margot Robbie dans une bataille. Non, puis le côté aussi feel good et en même temps émouvant, touchant, mais voilà, c'est ça. m'attire. Ouais, mais voilà, J'ai plus envie de voir ça en ce moment qu'un film, justement, potentiellement politique ou, tu vois. Et voilà. D'accord. Moi, je suis allé voir Tron RS. Moi, j'ai pas. Je me suis dit, je vais y aller, puis j'y suis jamais allé. Pourtant, il y a ton acteur fétiche. Oui. Mais non, il paraît qu'il faut le voir. Est-ce que tu l'as vu en 3D? Parce qu'il paraît qu'il faut le voir en 3D. Il faut le voir en 3D. Enfin, il devient tout de suite bien mieux. Non, alors c'est pas. Si on doit le voir, il faut préférer la 3D. Ah bah si on veut trouver un minimum d'intérêt au film, il y a un intérêt de le voir en 3D, ouais, effectivement. J'aurais même envie de dire en 5D. Bon, mais là, c'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Visuellement, c'est pas. Non, c'est pas bien du tout. D'accord. Quand tu dis visuellement, tu parles de quoi? Alors voilà, on va trouver des points positifs. Déjà la musique de Nine Inch Nails. La musique est vraiment pas mal. Ouais. Ok. Elle fait pas le figure face à la BO des Daft Punk. Ouais. Malheureusement, même si elle est vraiment pas mal, tu vois. Jared Leto, c'est une escroquerie, ce mec. Non, mais tu sais que moi, je le portais plutôt dans mon cœur dans son début d'expérience au cinéma, parce que déjà Requiem for a Dream. Qu'est-ce qu'il a fait comme film, ce mec? Je sais que je l'avais aimé dans Mr. Nobody, par exemple, aussi. Il a des seconds rôles qui sont bien, Lord of War, Dallas Buyers Club. D'ailleurs, il a gagné un Oscar pour ça. Ridicule, mais bon. Blade Runner 2049. Par exemple, mais il a un tout petit rôle, mais ça passe, tu vois. Mais dès lors qu'il est justement tête d'affiche,
Je peux plus. En fait, je sais pas si c'est que je vois la personne au-delà de l'acteur ou si c'est que tout simplement il joue très mal. J'ai l'impression que ce mec cherche juste la transformation physique, mais que, hormis si tu enlèves les transformations physiques, il reste pas grand-chose. Ouais. Et vraiment, ça me, j'ai un espèce de rejet maintenant vers sa personne. Bon, pourtant, il y a Jeff Bridges dans celui-là. 4 minutes d'écran. D'accord. Bah, ça peut suffire, non? Non. Non, bah non, parce qu'il est sous-exploité. Il fait rien. Il joue Dieu pendant 4 minutes, tu vois. D'accord, ok. C'est nul. Enfin, c'est pas Dieu, c'est le duc. Ouais. Le Dieu. Donc ouais, en fait, si tu veux, le problème, c'est que déjà le choix même de Jared Leto pose problème. Déjà parce que Disney et parce qu'il prévoit de faire une trilogie et parce qu'en fait Jared Leto a déjà des procès au cul par rapport au fait que possiblement il montre son zizi à des filles mineures, tu vois. D'accord. Donc déjà en ça, tu te dis quel choix étrange de la part de Disney, sachant qu'en fait là à la fin du film ils vont faire un crossover avec les films d'avant. D'accord. Enfin un crossover, une suite où ça réunit les acteurs de Tron l'héritage. D'accord. Donc on voit leurs photos à la fin, donc il est censé aller à leur rencontre. Tu sais que Jared Leto, le mec, à la fin de ses concerts, part sur une île privée avec des fans, et genre il est habillé comme Jésus, tu sais, en truc blanche, comme dans une secte. Ouais. Mais enfin, je sais pas, dès que j'apprends des trucs sur lui, en fait, je me dis, mais c'est ultra chelou. Enfin, vraiment, Et ça doit être un film sur l'IA, là, du coup. Alors, c'est un film sur l'IA, un film complètement pété en termes d'anticipation sur l'IA. C'est-à-dire que Jared Leto, donc, il représente l'IA en elle-même, la figuration de l'IA. T'as son concepteur au début. C'est vraiment très christique, ça. C'est Dieu fait homme, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est le fils de l'IA, quoi. Son concepteur au début, qu'on sait pas, on se doute qu'il est méchant ou qu'il est gentil, on sait pas trop, qui parle à sa création, à l'IA. Et l'IA regarde l'extérieur comme ça et dit « Oh, il pleut aujourd'hui, je sens les gouttes qui coulent sur mes joues. » Et tu vois, en fait, c'est ridicule. En fait, si tu veux, c'est cette notion de l'IA qui prend conscience, qui va avoir une âme, et développée en 30 secondes de film d'une façon la plus lamentable que tu puisses voir au cinéma. C'est vraiment ça. C'est la scène que je t'ai dite, c'est ça que tu vois au cinéma dès la première scène d'ouverture. Et il prend conscience de « Mais pourquoi parce qu'il y a plusieurs entités d'intelligence artificielle, donc il y en a qui meurent dans les actions qui... Pourquoi vous avez décidé de ne pas la faire revivre? Et là, tu sens que l'IA, elle se rebelle, tu vois. Ouais, d'accord. Bon. Ça vole très très bas. D'accord. Les scènes d'action sont pas du tout mises en scène de façon époustouflante. Lui n'est pas du tout crédible dans le rôle de quelqu'un qui mène de l'action. Quand il est dans des chorégraphies, tu dis mais il est comme ça, ça marche pas. Et puis le côté, ça fait vraiment très Bioman en fait. T'as force rouge, force bleue, et les deux s'affrontent. Force jaune devant, marron derrière. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, je pense que si tu le voyais, tu prendrais aucun plaisir. D'accord. Okay. Vraiment. Moi, j'ai pas si ce n'est potentiellement pour la musique, et parce qu'il y a des néons un peu partout, mais sinon c'est très décevant. Ouais. Okay. Bon, je le verrai pas. Moi, je suis allé voir le dernier film de Richard Linklater, Nouvelle Vague, qui raconte le tournage de À bout de souffle de Godard. Et c'est un film, c'est un métafilm, dans le sens où c'est un film qui parle de cinéma, avec un acteur qui joue Jean-Paul Belmondo et qui est plutôt crédible, même physiquement et tout. J'avais vu le film d'Azanavicius sur Godard qui s'appelait... Ah, j'ai oublié le titre, l'Indomptable, ou non, c'était pas ça, ou le... Je sais plus comment il s'appelait ce film. Oui, je vois très bien. Je vois l'affiche, mais j'ai pas le titre. Et où le film te rendait Godard plutôt antipathique. Et là, non, il te le rend pas antipathique. Il te le rend très artiste, quoi. Et puis le film. Enfin, moi, j'ai trouvé le film. Alors, le film est en noir et blanc, hein, comme À bout de souffle, quoi. Donc, et c'est comme si tu avais un making of du film, mais joué par d'autres acteurs. Ouais, je vois. Et c'est vachement frais. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis après, est-ce qu'il faut connaître Godard pour aller voir ce truc-là? Non, pas forcément. Non, faut pas. Enfin, connaître. Faut savoir qu'il s'appelle. Qui s'appelle Jean-Michel. Sa filmographie. Jean-Michel Godard. Ou est-ce que justement, ça peut te permettre puisque de là, rentrer dans son monde, d'aller le voir? En fait, tu rentres dans son monde en tant que réalisateur, en tant que personnage, en tant qu'artiste. Voilà, c'est ça. Et tu vis le truc et cette espèce de production. Alors moi, il y a des choses que j'ai découvertes et puis il y a des choses que je savais, tu vois. Et ils ont repris ces éléments-là. Donc non, c'est pour ceux qui aiment le cinéma. Alors pourtant, je suis pas du tout un fan
de À bout de souffle. Moi, c'est un film qui ne me parle pas plus que ça, mais après, je reconnais son caractère novateur, surtout à l'époque à laquelle il est arrivé, quoi. Mais je trouve le film, moi, un film qui parle de cinéma et avec, on sent que Linklater, il aime son sujet et qu'il aime vraiment le cinéma, quoi. Donc c'est très chouette et tu vois même, tu vois même les relations entre les personnages, ce qui se joue entre les personnages sans que ce soit explicitement formulé, tu vois. Il y a quelques petites nuances entre l'actrice qui joue Jean Seberg et puis l'acteur qui joue Jean-Paul Belmondo. Tu sens qu'il y a des choses qui passent et ouais, non, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Nouvelle Vague, moi voilà, si vous aimez le cinéma. Oui, ce que je veux dire, c'est un film pour cinéphiles un petit peu quand même, non? Je pense que les cinéphiles aimeront ce film-là. Et puis moi, comme dit, je suis pas fan du tout de À bout de souffle, mais là, ce film-là, j'ai vraiment pris du plaisir, quoi. Je comprends. Ça m'a presque donné, alors presque, envie de le voir. Ouais, de revoir À bout de souffle, mais juste parce que tu as conscience de comment ça a été fait autour, quoi, ce qui s'est passé autour, quoi. Donc ouais, non, je recommande ce film-là. Bien, écoute. Voilà. Quelque chose a changé. Il y a eu un jump cut. On est passé de. Bon, bref. Donc voilà, Nouvelle Vague. Sinon, après, tiens, un film surprenant, Good Boy. Ah, Good Boy, qui est sorti une journée au cinéma en France, c'est ça? Alors, c'était qu'une journée? Qu'une journée, ouais. Ah, d'accord, parce que je voulais le voir et puis Ah, donc tu l'as pas vu au cinéma, Franck? Je l'ai pas vu au cinéma, Franck. Je peux savoir comment tu l'as vu, Franck? J'ai un cousin qui me l'a. N'en dis pas plus. Voilà, qui me l'a fait voir. Ouais, il y a eu une projection une journée en France, donc le pitch. C'est con, d'ailleurs c'est con ça. Enfin, pourquoi j'imagine que le film, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il pensait que ça ne ferait pas d'entrée? Ouais, parce que moi je l'avais vu à l'affiche, je me suis dit bon, j'irai le voir la semaine prochaine, mais j'étais même pas au courant qu'il sortait qu'une journée, tu vois. Non, donc, il a été très mal distribué parce qu'en plus la journée où il est sorti, moi j'ai voulu le voir dans les salles disponibles, il n'y était pas. D'accord. Donc il est peut-être passé au Diago ou j'en sais rien, mais. Non, il était au Gaumont. Ah non, il n'était pas au Gaumont. Ah bon? Non. En tout cas, j'ai regardé ce jour-là où il était censé sortir. Il y avait pas. Si, je l'avais vu dans la programmation, moi. Merde, je l'ai raté. Bon, écoute. Ouais. Donc tu l'as pas vu au cinéma, alors? Je l'ai pas vu au cinéma. Ah. Mais j'ai un ami. Ouais, on a le même. Comment on peut pitcher ce film? C'est un film de fantôme vu par un chien. Ouais. En fait, on adopte toujours le point de vue du chien. Ouais, et puis c'est filmé à hauteur de chien. C'est ça. C'est-à-dire que la caméra est très basse. Ouais, après, c'est pas un chihuahua non plus, tu vois, mais c'est une taille normale de chien, quoi. Ouais. Et l'approche est originale, le concept est assez fort. Ouais, moi j'ai plutôt bien aimé. D'abord, c'est un chien auquel tu t'attaches. Oui. Il joue très bien. C'est un gentil chien. Oui. Non, mais tu sens que c'est blague à part, les créateurs du film ont proposé aux Oscars qu'ils fassent une catégorie pour les animaux, tellement ils pensent que ce chien-là fait de l'acting, quoi, tu vois, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il est à l'écran, il est vraiment agréable, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un chien que tu as envie d'avoir. Enfin, il est attachant et tout ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, évidemment, il y a son maître, il y a des adultes, il y a des êtres humains. Et en fait, si je me souviens bien, tu vois pas leur visage. On voit jamais leur visage. Ouais. C'était vraiment à hauteur de chien, quoi. Tu vois pas leur visage. Et donc, le chien voit des choses dans l'appartement de son maître que son maître, lui, ne voit pas, ou en tout cas ne voit pas tout de suite, quoi. Et il le voit quasiment pas, effectivement, sauf sur la fin, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui fait que c'est le chien qui voit les trucs. Donc, et ce qui est assez génial, c'est que tu ressens la peur chez le chien. Il l'exprime vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon film d'horreur, entre guillemets, dans le genre horrifique. Si on doit faire une initiation aux gamins dans les films d'angoisse et tout. Je suis pas sûr que ça leur plaise. C'est quand même un film d'auteur. Enfin, je veux dire, il y a de la réalisation, il y a un message derrière, Oui, mais enfin. Je suis pas sûr. Je sais pas. Moi, je pense que c'est ton regard de cinéphile qui parle. Ouais, mais t'as de l'empathie naturelle déjà pour le chien. Que tu n'as pas forcément dans Conjuring pour les victimes. Oui, mais c'est l'inverse de Conjuring, justement. Oui, bah oui. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de monstruosité ou quoi. Oui, mais justement, je suis pas sûr que ça plaise à un certain public. C'est sur la tension, sur la... C'est tout sauf mainstream. Oui, non, mais ça se rapprocherait...
je vais dire un gros mot, mais Ghost Story en termes de. C'est pas un gros mot du tout. Moi, j'ai fait la comparaison tout de suite. Ouais, mais bon, après moi, Ghost Story, je me suis fait chier. C'est génial. Voyez-le, c'est un chef-d'œuvre. Faites-vous votre avis. Oui, mais faut le voir. Oui, une fois que tu l'as vu, t'es bien avancé. Enfin bon, bref. Bah, il y en a qui vont dire la même chose de Good Boy. Oui, non, mais probablement. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais voilà, j'en attendais rien. Hein. Personnellement, quand je me suis lancé le film, je m'attendais à voir un énième film qui n'aurait, qui capterait pas très bien mon attention entre guillemets ou qui passerait vite dans l'oubli. Et en fait, j'ai trouvé le film plutôt chouette. En fait, c'est ça, c'est plutôt chouette parce que je me suis complètement attaché aux chiens. Et moi, j'ai pas de chien, j'ai des chats, tu vois. Et je suis pas fan des chiens, les tout petits chiens qui grognent, Et celui-là, il m'était particulièrement sympathique et ouais, et il y a des moments, ouais, où il y a des vrais moments de tension. Oui. Mais quand il dort au pied du lit, là, et que, enfin bon, bref, il y a quelques passages qui sont assez efficaces. Et ce qui est génial, c'est que, comme on est tout le temps du point de vue du chien, tu n'as pas à chercher des explications ou quoi, tu es purement sur le ressenti pur. Oui. C'est-à-dire mais il y a des explications quand même. Oui, non, mais bien sûr qu'il y a des explications. Mais ce que je veux dire, c'est que tu abordes ça avec le regard du chien, c'est-à-dire que tu prends les choses comme elles viennent. Et alors, ce qui est important dans ce que tu les intellectualises pas, quoi. Voilà, c'est que non seulement tu les prends comme elles viennent, mais surtout tu es, comme on dit, tu ne peux pas agir. C'est-à-dire que tu es spectateur, mais tu es impuissant. Oui. Le chien, il est impuissant face à ça. Il peut pas parler à son il maître, il peut pas dire attention, il se passe ça ou ça. Donc en fait, tu es prisonnier, effectivement, de ce personnage qui fait tout pour défendre son maître, mais est dans l'incapacité de le faire. C'est qu'il y a quelque chose qui est inéluctable qui est en train de se passer. Et donc ouais, ça forcément, c'est efficace. Et la toute fin, quand... enfin, peut-être pas... ça dépend ce que tu veux dire. Mais attention, spoil. Ouais, donc revenez à la critique d'après. Parce qu'en plus, moi après, je vais parler des interprétations du film, donc revenez pas si vous l'avez pas vu. Mais la toute fin, quand il est dans la cave et qu'enfin la femme ouvre... Pour et c'est ce moment-là où il regarde en arrière, il sait pas et tout et moi quand il est sorti, t'as un espèce de soulagement. C'est très émouvant, c'était super chouette. Enfin moi franchement voilà, c'est pas le film à Oscar ou le film du siècle, tu vois, mais franchement, dans le genre, c'est une belle petite découverte, ne serait-ce que par l'originalité du propos, quoi. Ouais, c'est une très belle découverte, d'autant plus que moi, je me suis amusé à essayer de comprendre ce que voulait nous dire le film, en fait, parce que c'est pas juste un film de fantômes, en réalité. Non. Sauf que c'est pas hyper accessible, je trouve, dans son message, dans son sous-texte. Parce qu'en réalité, le film parle... Bon, moi je l'ai vécu comme, je trouve qu'il y avait des similitudes avec A Ghost Story et avec It Follows. J'ai senti la même empreinte en regardant le film, et en fait le sujet est à peu près le même. C'est-à-dire que la première scène, la scène d'ouverture, d'ailleurs au début quand on regarde la scène d'ouverture, on ne sait pas si ça se passe au début ou si ça se passe à la fin. C'est vrai que il y a. Et moi j'ai cru en le voyant que ça se passait à la fin. Je me suis dit tiens, on vient de voir la fin du film. Oui, mais moi c'est ce que j'ai cru aussi. Parce qu'en fait on a ce fameux personnage dont on ne voit pas le visage du coup qui est en train de se vider de son sang. Et il y a le chien qui le regarde, qui est impuissant par rapport à ça. Et là il y a une porte qui s'ouvre et c'est sa sœur qui vient et qui dit mais ça fait des heures que tu réponds pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme on pense assister à un film de possession, on se dit ça y est, en fait là le mec a été possédé et il est en train de crever, quoi. En fait non, ce qui se passe après, c'est la suite. Il a été hospitalisé et il s'est barré de l'hôpital. Et donc tout le sujet est là. Et donc en regardant le film, alors encore une fois, si vous n'avez pas envie d'avoir mon interprétation, zappez parce que je vais potentiellement spoiler vraiment le film. Le film parle de la maladie et donc de la mort, du cancer, je pense, de la mort effectivement. Et en fait la mort, elle s'approche, elle se rapproche petit à petit pour aller prendre. Les fantômes, c'est une métaphore de la maladie en réalité, enfin du cancer en lui-même, parce qu'en fait on a ce personnage qui au début crache du sang. On sait qu'il va à l'hôpital, qu'il en guérit, mais en fait, il y a une rechute. On va assister à une rechute. Ouais, puis il refuse d'être suivi ou quoi. Non, en fait, le truc, c'est quand il sort guéri de l'hôpital, il va se réfugier dans la maison de son père. Ou de son grand-père. Ou de son père. Son père. Son père à lui, oui. Ouais. Et du coup, en fait, en allant là-bas, on apprend plus tard que sa sœur lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Vas-y pas », parce qu'en fait, son père, il lui est arrivé, en fait, la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le côté héréditaire de la maladie, genre il a les mêmes gènes, etc. Donc il va se passer un peu la même chose. Et le chien, et c'est là où c'est intéressant, mais où ça perd aussi, je pense, potentiellement des spectateurs, c'est qu'il va se mettre à avoir des visions de ce personnage, donc du père de notre protagoniste, et de son chien.
Et donc, on ne sait pas parce que c'est parce le même chien mais avec un foulard rouge. Oui, enfin, c'est pas le même chien, mais c'est pas. Mais oui, c'est un autre chien et qu'il a dû connaître. Donc, Alors, je sais pas s'il l'a connu ou si simplement il visualise, il voit presque des fantômes aussi. Donc, quelque part, il voit une réalité que l'humain ne voit pas. Je suis pas sûr qu'il l'ait connu. En tout cas, ce qu'il voit, c'est que le père est mort, enfin le grand-père, du coup, est mort, qui s'est vidé de son sang comme le fils, et que le chien est mort suite au décès de l'humain. Enfermé dans la cave. Enfermé dans la cave. Là où il devait C'est-à-dire qu'il était tellement fidèle qu'il est resté, et puis personne n'est venu ouvrir la porte. C'est surtout ça, oui. Et du coup, il en est mort. Et donc lui voit ça, et il sait, en voyant ça, ce qui va lui arriver. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il comprend que son maître est atteint de quelque chose et qu'il va en crever, et il se dit, je vais mourir moi aussi parce que personne ne viendra me sauver. Donc effectivement, ça rend encore plus émouvante la fameuse scène où à la fin il ouvre la porte, parce que tu dis... Mais moi, en fait, ce qui m'a permis de commencer à réfléchir à qu'est-ce que veut me raconter le film, c'est le personnage du chasseur, parce que je l'ai pas compris, ce personnage du chasseur. Parce qu'en fait, tu as très peu de personnages dans le film. Ah oui, c'est vrai. Et à un moment donné, tu as un chasseur. Je me suis dit, attends, il nous montre un chasseur de scène. Non, mais alors, je pense qu'au départ, déjà, l'image du chasseur, il joue sur l'espèce de silhouette fantomatique qu'aperçoit le chien. Ouais. Donc au début, tu sais pas si c'est... Ouais. Et après, on voit que c'est... Il y a ça, mais c'est aussi... je pense que le chasseur, c'est aussi une métaphore de la maladie qui, au final, te tend des pièges. Et puis, lui, il se retrouve enfermé dans le piège du chasseur et puis ça se resserre sur lui. Enfin, je pense qu'on est aussi dans la même métaphore de la cruauté. Oui, mais alors après, c'est pareil. On navigue aussi dans le rêve du chien, dans les rêves du chien. Et donc, quand il se fait prendre au collet du chasseur, et d'un coup, tu as un cut et il se retrouve enchaîné à sa niche. Donc, il y a des moments où tu te dis, qu'est-ce qui était de l'ordre du rêve ou pas, mais enfin, le film est intéressant et puis, je pense, mériterait d'être revu Mais moi, je pense que, enfin, véritablement, c'est au-delà d'être un film d'horreur, c'est un film d'auteur. C'est vraiment un gars qui a une vision, il y a une patte, une réalisation, alors que je sais pas même pas s'il a fait d'autres films. Je crois que c'est son premier, peut-être, enfin, à vérifier si je dis pas une bêtise. Mais il y a déjà un propos, il y a déjà des métaphores, c'est un film un peu méta. Et malgré, parce que moi, ce que j'aime, c'est justement ça, c'est qu'un film sache être à la fois méta, mais que tu puisses le suivre juste pour sa première grille de lecture. Et il est bien dans sa première grille de lecture, et en plus, il y a des petits trucs à aller gratter en dessous. Donc, avec sa patte, comme tu dirais. Ouais. Et donc, ouais, moi, je le conseille beaucoup. J'ai vraiment aimé. Pareil. Moi, un autre film que j'ai bien aimé, c'est un film d'animation qui s'appelle Marcel et Monsieur Pagnol, qui raconte Marcel Pagnol. Voilà. Et c'est de Sylvain Chomet. Je crois que c'est Sylvain son prénom. Il a pas chômé en tout cas. Qui avait fait les Triplettes de Belleville ou l'Illusionniste sur Jacques Tati là. Et là, c'est pareil. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. C'est pareil, ça parle de cinéma, comment Pagnol d'abord écrivait des pièces et puis s'est mis au cinéma. Donc, il y a tout un petit côté histoire du cinéma et histoire de Marcel Pagnol. Et c'est très tendre. C'est vraiment très tendre. Et moi, je sais qu'à l'issue de ça, j'ai envie de voir les films de Marcel Pagnol, avec notamment Rému ou Fernandel, des films que je connais que de nom et de notoriété, mais que je n'ai jamais vus, quoi. Et comme Marius, César. Ouais, c'est chouette. Enfin, j'ai pas grand-chose de plus à en dire. C'est Marcel Pagnol qui est vieux, qui doit, on lui commande une espèce de biographie, et quand il essaie de se mettre à écrire, il a une réminiscence de l'enfant qu'il était, qui vient lui parler et qui l'accompagne un peu. En fait, t'as le regard de l'enfant Pagnol, donc Marcel, qui se regarde adulte. Et en fait, t'as ce jeu d'un double point de vue entre Marcel Pagnol adulte et l'enfant qu'il était, avec l'enfance qu'il a eue. Il a perdu sa mère très tôt et tout ça. Et c'est très très chouette. C'est très très chouette. Cool. Voilà, je recommande. Moi, il y a un film dont je vais parler très rapidement aussi. Je vais le voir le jour J. Avec, tu vois pas ce que c'est. C'est le truc avec Kev Adams. Me demande pas pourquoi je suis allé voir ça. C'est pas le machin où il perd ses cheveux? Non, c'est autre chose. Non, pas du tout. C'est en fait le jour du débarquement avec le général de Gaulle, et en fait lui s'est trompé de jour, et donc il débarque un jour avant les autres.
C'est une comédie, un film de guerre, mais une comédie. D'accord. Ouais, le pitch, apparemment, t'as pas fait marrer, mais... Non, bah déjà Kev Adams, c'est déjà un du... Bon, bref. Et c'est réalisé par Claude Zidi Junior, le fils de Claude Zidi. D'accord. Le frère de Zoltan. Oui, oui. Moi, bon, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais je comprends pas comment on en arrive à écrire encore des comédies comme ça, en fait. C'est très compliqué, l'humour. D'accord. C'est Très pas compliqué, drôle. l'humour. Je dirais pas que c'est pas drôle de bout en bout. Il y a 2-3 trucs qui m'ont fait sourire, mais le reste est tellement nul que ça te gâche le plaisir. D'accord. Mais on a vu beaucoup de comédies comme ça où, tu sais, on s'était dit, c'est pas que c'est pas drôle, mais c'est tellement, ouais, tellement lourd, tellement, putain, il y a tellement de choses nulles. Comme 37-2 qui est des Ouais, orfèvres. j'ai pensé exactement à ça en te le disant. J'ai pensé exactement à ça. Tu te dis, le délire, je le comprends. Ouais, la bande-annonce avait l'air Mais rigolote, oui, c'est ça, mais c'est tellement mal fait. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui cloche. C'est même difficile à dire ce qui ne marche pas, tu vois. Ouais. Mais non, il y a trop de gags qui sont, mais il y a des trucs rigolos, mais genre, il y a un moment donné, il a un pigeon voyageur, donc tu vois, c'est le messager qui doit aller porter le message, donc il lui file le message. Envole-toi, machin, c'est un peu christique et tout, et le pigeon s'envole, puis au bout d'un moment, il fait éclater par une voiture. C'est un gag éculé, mais qui fonctionne, plus ou moins, tu vois. Mais autour de ça, t'as vraiment des gags qui sont... Parce que moi, Kev Adams, j'ai pas d'antipathie pour lui. Je me dis, bon, le pauvre, il s'en prend beaucoup plein la gueule. Je trouve qu'il est pas si mauvais, plutôt drôle, mais il joue que dans des merdes, quoi. Non, mais c'est vrai, vraiment. Et c'est le Jared Leto français. Bah, un peu, ouais. un peu. Non, mais genre, le film s'ouvre, faut quand même que je le dise. Il est dans un camp qui est censé faire, enfin, c'est un peu une taupe, quoi. Il est pas censé être, enfin, il est censé faire croire qu'il y a plein de soldats, et du coup, c'est tous des mannequins. Et lui, du coup, vit au milieu des mannequins en leur parlant, en vivant avec eux. Allez, tiens, mange, machin, etc. Ça s'ouvre sur ça, le film. D'accord. Tu le vois, lui, en train de discuter avec les mannequins et tout, et c'est censé être drôle dès le début. Ça t'a donné envie de rester jusqu'au bout. Mais c'est ça! Le film s'ouvre là-dessus, tu dis, waouh! On en est donc là, en fait. Ça commence comme ça. Tu sais que t'as mis les pieds dans un truc qui va être très, 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 très lourd, quoi. Voilà. Ouais, bah, moi, déjà, je vois Kev Adams, j'y vais pas, quoi. Mais bon. Ah, écoute. Non, mais oui, chacun ses trucs. Je suis naïf, hein. Eh ben, moi, j'ai été naïf aussi. Je suis allé voir Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Alors, j'aime beaucoup Kaamelott, la série. Je fais partie des défenseurs des saisons 5 et 6 qui étaient sur un format plus long, le format 50 minutes. Le premier volet, j'ai pas accroché. Je trouvais ça pas drôle, je trouvais ça pas très bien mis en scène. Et malheureusement, le 2, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Le truc, c'est que Alexandre Astier veut tout faire, fait tout. Hein. Il fait la réalisation, le montage, la composition. Bon, il fait pas évidemment les décors ou les costumes, mais voilà, l'écriture, le scénario, tout ça. Je pense que ça serait bien qu'il délègue et qui délègue la réalisation déjà, parce que en termes d'épique, t'as l'impression, parce que le film il dure quand même 2h20. Hein. Tu peux pas t'improviser réalisateur pour un tel spectacle. Et voilà. Et moi, je trouve que l'épique, il y est pas. Et aussi, alors, il y a un casting de fou, mais en même temps, on te crédite Alain Chabat, on te crédite Christian Clavier, mais tu les vois 4 secondes à l'écran. Le temps d'une apparition, on crédite tout le monde. Ouais. Et le truc, le film part dans plein de quêtes différents. Tu les suis, tu vois, par un montage alterné, tu vois. Et en fait, le film ne raconte pas grand-chose pendant 2h40, 2h20, pardon. 2h20 où ça raconte pas grand-chose. Pourtant, j'ai un énorme respect, un énorme capital sympathie pour Alexandre Astier et je trouve que c'est chouette que il y ait un réalisateur français qui puisse créer un véritable univers, vraiment un univers et qui déborde sur différents types de médias, la télévision évidemment, la bande dessinée, bientôt des romans, les films et tout. Le problème c'est que moi j'étais triste à la fin du film en fait. Et le film pendant 2h20 ça raconte pas grand-chose, ça fait pas avancer je veux dire ça pourrait être résumé en un film d'1h30. T'enlèves le gras et voilà quoi. Donc Laura est en train de le voir au moment où on se parle. Tiens. D'accord.
Paix à son âme. Ouais, non, mais après, je suis content de l'avoir vu. Il y a rien qui m'aurait empêché d'aller le voir, tu vois, parce que j'avais envie de le voir. Mais j'ai trouvé ça triste, quoi. Je trouvais que ça manquait de. En plus, je veux dire, il avait énormément de moyens et je trouve que l'épique à l'écran, ça se voit pas. Il faut qu'ils les mettent face à l'écran. Non, mais il y a énormément de plans serrés, de plans rapprochés, hein, plans poitrine ou plans taille la plupart du temps, ou des plans moyens. Et ça s'engueule pratiquement tout le long du film. Il fait jouer ses enfants aussi dedans, qui sont pas forcément très convaincants, mais bon après voilà. Et c'est surtout que alors en plus, comme c'est la première partie du deuxième volet, forcément tu restes complètement sur ta faim. Donc soit il a mis 2h20 pour tout mettre en place et que dans l'épisode suivant ça va y aller, soit l'épisode suivant ça va être le bis repetita et donc qui sort je crois le mois de novembre prochain 2026. Il est déjà filmé? Oui, il a tourné les deux dans la foulée. Donc le deuxième sortira. Quant à l'hypothèse d'un troisième volet, parce qu'initialement il voulait faire une trilogie, mais avec le deuxième épisode en 2 parties, ça on verra bien. Mais bon, visiblement, il a fait une très bonne première semaine, quoi. Mais parce qu'il a aussi une communauté de fans bien aussi, et dont je faisais partie. Enfin, dans le sens où moi j'aime ce qu'il fait, donc je vais voir. Tu vois, je suis content de payer ma place de ciné pour aller voir le film. Mais après, quand j'ai vu le film, je sais que j'ai toutes les saisons en DVD chez moi, mais j'aurais pas les films. Ni le premier, ni le deuxième. Parce que pour moi, il y a rien qui avance. Ça fait pas avancer l'intrigue, quoi. Ça fait pas, ça fait du surplace. Ça fait du surplace. Il se fait plaisir en quelque sorte, mais ouais. Ouais, mais il faudrait que, je sais pas, il faudrait qu'il fasse comme George Lucas a fait avec Irving Kershner dans l'Empire contre-attaque, il délègue la mise en scène à quelqu'un d'autre. Il fait trop de choses en même temps. Non, mais oui, mais justement, ça peut pas marcher. Enfin, je sais pas. Non, mais je te dis déjà rien que un truc épique comme ça, d'heroic fantasy entre guillemets. Enfin, oui, mais c'est de l'heroic fantasy, mais tu peux pas t'improviser réalisateur, c'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est que voilà, le mec fait de la musique, c'est déjà pas mal. T'as fait la musique, sois acteur et basta. La dimension, mais c'est ça, c'est que la dimension épique n'y est pas. Et alors en plus, il y a eu un truc qui a un peu défrayé entre guillemets les réseaux sociaux, c'est l'absence de Frank Pitio dans le rôle de Perceval, qui était un des personnages préférés moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup et surtout qu'il l'avait au fur et à mesure des saisons, il l'a fait évoluer, il a gagné en épaisseur et il a refusé le rôle, le mec, je crois. Il a refusé parce que donc de ce que j'ai compris, il avait demandé à Alexandre Astier de lire le scénario. Et alors, je crois qu'au début, Astier a pas voulu, et je crois qu'il a fini par en lire, et qu'en fait, il aimait pas que son personnage n'évolue grosso modo pas, quoi. Donc, il a préféré. Et le problème, c'est que dans le film, donc, Frank Pitio n'est pas, mais Perceval y est dans le sens où il envoie des lettres. Alors, on le voit pas, mais il lit des lettres de Perceval et tout. Mais il y a tu sens une espèce d'aigreur vis-à-vis de ça. Je vois. C'est-à-dire que Perceval, il est avec son ami Caradoc, donc un autre personnage de Kaamelott, avec qui ils sont cul et chemise. Et là, comme par hasard, ils se sont soi-disant embrouillés et l'acteur, donc c'est Jean-Christophe Imbert, je crois, qui dit ouais, mais j'en ai rien à foutre des lettres de Perceval. Quant à Arthur qui lit une lettre de Perceval, il la lit puis il la froisse, il la jette à la mer. Donc t'as l'impression qu'il y a en colère, quoi. Ouais, où il y a un règlement de compte à l'image ou quoi, ou je sais pas. Et c'est pas, je sais pas. Bref, voilà, le film est pas bien, quoi. Le film est pas bien. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Parce que j'ai envie d'aimer ces projets-là, tu vois, et voilà. Mais j'irai voir quand même le volet 2, mais pour terminer d'enfoncer le clou, quoi, quelque part. Je comprends. Peut-être. Ou alors, avec le petit espoir que ça remonte la sauce un peu. Ouais, que cet épisode-là te fasse reconsidérer Parce que peut-être si tu vois l'œuvre en entier et que la fin oui. Ouais, c'est vrai que c'est 2h20 de... Ouais. Ok. Ouais, et puis parce que tu suis certains qui partent à une quête, les autres qui partent à une autre quête et machin, et tu suis plusieurs groupes comme ça et tu fais les va-et-vient, et en fait elles vont nulle part ces quêtes. Je veux dire, elles racontent même rien.
t'as vraiment l'impression qu'elles sont là pour meubler. Ouais, je vois. Et que l'extraordinaire casting, entre guillemets, c'est juste de la figuration, ouais, c'est ça. Oui, c'est un truc figuration de marketing, prestige. en fait, voilà. Ouais, c'est ça. C'est pour le prestige. Ouais. Mais bon. Bah, un peu comme l'avait fait Astérix et Obélix, de mettre des têtes d'affiche à droite Ouais, à gauche, voilà. sans fond. Donc, dommage pour Kaamelott, deuxième volet, partie. C'était vraiment de la Kaamelott, alors, du coup. Non, mais non, tu peux pas le dire parce que non. t'aimes le gars, mais... Non, mais non. Enfin, il y a un artisanat, on sent qu'il y a une vraie création. Après, il y a un des mauvais auteur derrière. aussi. Oui, non, mais après, on n'aime pas, tu vois. Non, mais voilà, le film est raté. Non, mais il a suffisamment de qualité, Alexandre Astier, pour que il a le droit de faire de la merde aussi. Oui, non, mais bien Tu sûr. Ouais, mais... C'est pas grave, tu t'es loupé, c'est pas grave. Oui, mais sauf qu'on lui avait dit ça à la suite du premier. Bon, tu t'es loupé, bon, c'est pas grave. Okay. Et puis en fait, le 2, il se rattrape pas, quoi. Ouais, je comprends. Enfin, je veux dire, t'as l'impression que le film te fait plein de promesses, mais qu'en fait, il retarde vraiment le moment où tu vas en prendre plein la gueule, quoi. Enfin, je sais pas, il y en a qui disent c'est le Seigneur des Anneaux français. Bah, je suis désolé, mais non, non, parce qu'il n'y a pas l'épique, quoi. Il y a pas t'as pas le frisson et il se passe rien, t'as pas d'aventure, en fait. Ils sont juste autour de la table ronde en train de s'engueuler, quoi. La plupart du temps. Enfin, bon, bref, donc, ouais, non, c'était un peu, c'était un peu, et c'est d'autant plus douloureux quand t'aimes bien le type, quand t'aimes la série et tout ça. T'as envie d'aimer, ouais. Donc voilà. Un autre film que tu as vu, L'homme qui rétrécit de Yann Kounen avec Jean Dujardin. Ben, ça fait plaisir de revoir Yann Kounen à la réalisation. Ça fait un petit moment, ça aussi. Je trouve qu'il s'en sort pas mal d'ailleurs. Je trouve que le film est plutôt bien réalisé. Notamment, alors, pour faire le pitch vite fait, c'est un homme qui, lors d'une sortie maritime, il nage. Des nuages forment un cercle au-dessus de lui. On comprend qu'il y a un phénomène paranormal qui intervient. Ouais, l'eau frétille en plus. Et à partir de ce jour, et pendant 3 mois, on va suivre l'évolution de cet homme qui va donc rétrécir, rapetisser. J'ai pas aimé le film. Je vais aller droit au but. Je le reverrai pas. J'en garde pas un souvenir très agréable. Par contre, je te dis, le seul truc que j'ai à sauver, moi, c'est la réalisation, parce que il y a une gestion de l'échelle et du gigantisme et du monde de quand t'es. Et puis le message aussi. Bah alors, c'est tiré d'un roman, donc je pense que le roman est peut-être encore plus profond. Ouais, une nouvelle. Le côté, ce que ça raconte, c'est-à-dire que cet homme qui est dans sa vie banale, il va se rendre compte que sa vie n'était pas banale le jour où il est différent et où il peut plus être acteur de sa vraie vie. Et en même temps, en étant différent et donc en étant en marge, c'est là où véritablement il prend conscience de ce qu'il est capable de faire, où il affronte la mort, où il démarre une nouvelle vie au final. Et donc, si tu veux, le message en lui-même est plutôt beau, mais j'ai pas pris de plaisir parce qu'en plus les menaces. Je trouve que le message en question, il va en rupture de ton par rapport à l'image. Ouais. C'est très en fait. C'est très solennel. Tout, il y a la voix off, en plus. C'est la voix off, voilà, de Jean Dujardin. Mais en fait, oui, c'est le Griffoir maintenant. T'as l'impression que cette solennité dans la diction ne va pas avec le genre dans lequel le film s'inscrirait. En fait, je trouve qu'il y a un décalage. Et moi, j'avais envie de voir ce film pour le plaisir. Oui, ben, il manque de l'humour pour le plaisir. Et ouais, c'est ça. Voilà, alors de l'humour. Ah bah c'est quand même. Non, mais ça. Moi, j'ai emmené mes gosses, hein, en pensant que ça allait être pour grand public. Oui, mais moi, c'est pareil. En fait, pas du tout. Enfin, c'est pour les grands quand même. Le texte, oui, mais effectivement, la mise en scène et tout, c'est long. C'est très attractif, entre guillemets. C'est très attraction. Voir comment l'homme. Mais moi, j'avais beaucoup aimé la version de Jack Arnold. Je sais pas si tu l'avais vu là, en noir et blanc, où il y avait un jeu avec le chat dans la maison de poupée, qui a moins là, il a plus squeezé le chat. Mais il y avait un côté, bon, on le voit à posteriori parce que c'était un film des années, alors si je dis pas de conneries, 56, 7, 8, je sais plus. Bon, bref, par là, il me semble, mais si ça se trouve, j'ai une connerie. Ce serait pas la première fois. Là, je trouvais que la solennité du propos, la façon dont le texte était dit ne collait pas avec
Bah, avec le genre du film. C'est un ton grave. Mais voilà. Alors que il y aurait effectivement, pu y c'est un avoir truc les qui mêmes. aurait dû être ludique. En Non, fait. mais il y aurait pu y avoir les mêmes réflexions. Je veux dire, à la fin, quand il est contre cette goutte de rosée là, et normalement, il va continuer de rétrécir. Donc, où tu as une vision de l'univers où tu rapproches l'infiniment petit de l'infiniment Bien grand, sûr. quoi. Tu vas dans l'autre direction. Mais sauf que je trouve que les réflexions, les pensées philosophiques ou spirituelles ou quoi, je trouve que ça marche pas. Oui, je suis d'accord. Ça marche pas dans le film. J'ai trouvé le film très long. J'ai trouvé qu'en termes de... Ouais, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont... En termes de péripéties, une fois que tu as compris qu'il y avait une araignée, un poisson et possiblement des fourmis, c'est bon. Tu as fait le film. Ah, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. En fait, un film qui dure combien? Quasiment 2 heures. Ouais. Je crois que le film de Jack Arnold, il n'y a pas plus de trucs, mais sauf qu'il est plus ramassé. Il doit faire 1h20. Ouais, mais c'est exactement... Ouais. Moi, tu me mets de l'humour et tu le condenses, t'enlèves 20 minutes, c'est OK. De l'humour, enfin, je suis même pas sûr quand même. Je suis même pas sûr que dans le Jack Arnold, il y avait de l'humour. Mais je sais pas, tu peux rire de la situation. Même il n'est pas obligé de nous faire rire, Jean Dujardin, tu vois ce que je veux dire? Mais il peut y avoir des situations cocasses. Non, mais effectivement, je trouve qu'il y a il y a un ton qui est trop grave. Il y a une espèce de... Quand il tombe dans l'aquarium, c'est quoi ce ton, justement? Alors, le ton, pas le poisson, mais le ton du film. Il veut rendre le truc poétique et tout, il nage autour des poissons et... Mais putain, enfin... Du poisson, il n'y a qu'un poisson. Ah, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux? Non, il n'y en a qu'un. Ok, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas deux. Non, il n'y en a qu'un. Ok, il n'y en a qu'un. Il y a le moment où, du coup, il prend leur nourriture et il essaie de goûter, c'est dégueulasse. Ouais. C'était un petit peu drôle. Oui. Mais tu vois, je veux des moments comme ça, moi, en fait. Je veux un divertissement, en fait. Parce qu'on parle quand même d'un homme qui rétrécit. Oui, mais c'est ça, voilà. Il y a le côté divertissement qui... Ah non, c'est pas suffisant, le divertissement. Ça... Et pourtant, c'est bien fait. Hein. Ah oui, c'est très bien. Quand les mecs marchent, tout est assourdissant. Il essaie de crier à l'aide, machin. Il y a des... Enfin, c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Non, après, effectivement, en termes de mise en scène, c'est bien pensé. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment très bien Jean fait. Dujardin, j'en ai un peu marre, moi. J'ai beaucoup de mal avec Jean Dujardin. C'est pas autant que Jared Leto, mais j'attends beaucoup de choses de lui, et à chaque fois, je me dis, ouais, bof. Les films qu'il fait récemment, là, à chaque fois, ouais, bof. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Bah, justement. Dis-moi un film marquant de Jean Dujardin ces 10 dernières années. Le il dernier était dans OSS novembre, 117. c'était le pire film de son réalisateur. Ouais. Le dernier OSS 117, il était catastrophique. Ouais, c'est vrai que c'était pas bien. Non, ça fait un bail qu'il a pas fait un bon film. Hein. Je sais pas. Je sais pas quel film je pourrais citer en disant Jean Dujardin depuis The Artist. Ouais, moi ouais, effectivement. Mais bon. Brise 2. Mais je l'ai pas vu. Le 3 d'ailleurs. C'est catastrophique. C'est le 3 d'ailleurs parce que le 2 il a été cassé. Ouais, c'est pas bon. Non mais moi j'ai découvert parce que ma fille voulait le voir. J'ai découvert Brise de Nice le premier, je l'avais pas vu. C'est génial. Moi j'aime bien Brise de Nice. Oh là 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 là. Mais si, c'est très bien. Ah, mais ça a été très compliqué. Non, mais tu peux pas le découvrir maintenant. C'est un film qui a 20 ans. Il aurait fallu le découvrir à l'époque. Oui. Non, mais bien Parce qu'à l'époque des Nous c'est nous, ils faisaient J'étais cassé et tout. C'était génial. Et du coup, le film, c'était un prolongement de ça. Oui, non, mais j'ai bien compris. Donc, je sais d'où vient son personnage. Mais bon, bref. Bon, mais enfin, je suis content quand même de l'avoir vu. Ta fille, je suis sûr qu'elle a aimé. De quoi? Brise de Nice. Non, elle n'a pas trouvé ça. Enfin, elle a pas détesté, mais parce que moi, mes enfants, ils ont aimé. Elle préfère OSS 117. Mais quand ils voient Jean Dujardin maintenant, c'est lui, Brise de Nice. Il est vieux. Ouais, il est vieux. Ah oui, c'était une autre époque. Donc, l'homme qui rétrécit, mais bon, faut quand même aller le voir pour soutenir le cinéma de Yann Kounen, quoi. Ça va faire un flop total. Ouais, je sais pas. Franchement, ça mérite pas. En vrai, on dit faut aller le voir parce que on aime le réalisateur. Ouais, c'est ça. On a envie de l'aimer, franchement, quoi. Mais oui, franchement, ça raconte quoi le film? Oh là là. Ouais. Je sais pas, même quand sa femme l'abandonne et tout, c'était pas... Ouais, enfin, moi, ce que je trouvais assez surprenant, c'est qu'ils sont jamais descendus dans la cave après, quoi. Quand il écrit son nom à la craie et tout, tu te dis... Enfin, toi, moi, j'essaie de m'imaginer ce que j'essaierais de mettre en place pour faire signe que je suis là, quoi. Non, tu vois. En fait, à partir du moment où elle pense qu'il a été bouffé par le chat... Oui, mais sauf que je trouve que c'est mieux dans la version de Jack Arnold où tu peux plus le comprendre que là, qu'est-ce que t'as fait, Minou? Et puis en plus, elle a pas l'air plus... Elle en avait un peu marre. Hein. Oui, bah évidemment. Bref. Donc l'homme qui rétrécit. Moi, j'en ai encore 3. Moi, j'en ai 2 que tu n'as pas vu. Et ben moi, j'en ai 3. Bah, commence et puis... alors, j'ai vu Arco.
Ok. Un film d'animation oui. qui a été récompensé au Festival du film d'animation d'Annecy. Un très très beau film en fait, au début c'est de la SF, c'est-à-dire ce sont des gens qui dans une espèce de combinaison un peu multicolore voyagent dans le temps et vont aller chercher des plantes ou des trucs comme ça et reviennent dans leur combinaison et ça fait des arcs-en-ciel dans le ciel, d'où le nom. Et Arco, lui, ce jeune gamin, il veut partir avec son père, sa mère et sa sœur, sauf que il est trop petit, il n'a pas encore l'âge, donc il n'a pas encore de combinaison. Et un soir, il en a ras-le-bol et il pique la combinaison de sa sœur et il s'envole, sauf que il sait pas où il atterrit. Et il atterrit dans un monde proche du nôtre, mais un peu au futur, tu vois. Les robots sont bien implantés, tu vois, sont là et tout. Et comment faire pour essayer de repartir. Et il se lie d'amitié avec une petite fille qui est dans le présent, ce présent relatif. Et il y a une très belle relation et il y a une réflexion aussi par rapport à ce qu'on fait aussi de la nature, de notre environnement, ce genre de choses, quoi. Et l'animation est très fluide et c'est bien rythmé et c'est plutôt joli. Donc moi voilà, j'ai bien aimé Arco. Cool. Voilà. Moi je suis allé voir Les Intrus, chapitre 2. Est-ce que tu vois ce que c'est, Les Intrus? The Strangers. Oui, j'ai... Alors il y a un film de Strangers qui était sorti il y a maintenant peut-être 15 ans, que je recommande aux gens, avec Liv Taylor. C'est comme ça qu'elle s'appelle? Liv Tyler. Oui. Liv Tyler. Qui d'ailleurs, c'est une actrice que j'aimais beaucoup et on la voit plus. Au passage. C'est vrai? Oui. Tu la regardes plus aussi. Ce film était fait, c'était un petit coup d'essai, on va dire, qui était très efficace et moi j'ai été flippant, marquant, il m'avait impacté, qui ne méritait pas de suite, mais une suite est sortie il y a 2-3 ans, à vérifier, je crois que c'était il y a 2 ans, qui était pas mal, sympa, mais forcément un peu décevante par rapport à l'original. Et va savoir pourquoi, 1 an après, ils te pondent un remake du premier Strangers, qui donc s'appelle Les Intrus, et qui était nul. Parce que déjà le casting, en fait, les acteurs principaux, sachant que le film tient uniquement sur le jeu des 2 acteurs principaux. Donc Liv Tyler et Scott Speedman. Tu vois qui c'est, Scott Speedman? Non. Parce qu'il est connu aussi. Bon, je mets sa tête là, tu le reconnais maintenant. Ah, lui? Bah oui. C'est vrai qu'avec son nom, on n'a pas forcément le visage, mais maintenant que tu le vois, voilà. Et donc la suite qui est arrivée un petit peu après, en 2018. Avec les mêmes acteurs? Non, parce que... Bah non, ça coûte cher. Non, pas pour ça. Parce qu'ils sont morts. Parce qu'ils crèvent à la fin du film. Mais je crois que je l'ai vu, mais j'ai oublié. Et donc, dans le remake, à la fin, ils crèvent aussi, soi-disant, mais ils ont fait une suite, donc Les Intrus numéro 2, et il y aura Les Intrus numéro 3. D'accord. Et donc, dans le 2, en fait, t'apprends qu'elle est pas morte, en fait. Elle est pas morte, elle est à l'hôpital, et en fait, les tueurs viennent la chercher à l'hôpital, comme Halloween 2, tu vois. Oui. C'est pas bon, c'est un petit peu mieux que le premier, enfin, du coup, que le remake, que Les Intrus numéro 1. Parce que le premier, il est de quelle origine? Il est américain aussi? Je sais pas si c'est américain. Brian Bertino. Je ne sais pas si c'est américain. Ça, c'est l'original. Ça, c'est l'original. Ça, c'est américain. La suite, Strangers, c'est américain. Le remake, je l'achèterai pas. Ben, c'est pas ce que t'as là? Non, ça, c'est la suite. C'est Strangers Pray at Night. C'est la suite. C'est les tueurs que tu vois faire d'autres crimes. D'accord. Et il y a un remake de Il y a un remake de celui-là. Et une suite inventée, du coup. Ah oui, donc c'est un autre arc qui... Voilà. D'accord. Exactement. Oui, ils font leur Halloween, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et sachant qu'il y en a un troisième. Et alors, le réalisateur, c'est le réalisateur de 58... La suite de Die Hard. Ben, Rémi Harlin. 58 minutes, oui. C'est lui qui réalise ça. D'accord. Honnêtement, tu changes le casting, peut-être que ça peut fonctionner. Mais en fait, elle joue tellement mal. C'est le remake qui est réalisé par Rémi Harlin. Ouais. D'accord. Ouais. Pour te dire où il en est, là, il a perdu de sa superbe. C'est assez what the fuck, en fait. Il y a un moment donné où elle s'échappe, elle est dans la forêt, et en fait, elle est attaquée par un sanglier, genre. La scène dure 5 minutes. Qu'est-ce que ça vient faire là? On sait pas. Ouais. Bon, bref, ils essaient de rendre d'humaniser les tueurs, parce que tu vois les tueurs sans leur masque.
C'est un peu la nouveauté, si tu veux, si tu les vois enfants. Donc, possiblement, tu comprends, enfin, t'as l'origine des tueurs. Voilà à quoi servent ces suites. C'est vraiment pas terrible. Dans l'horreur, c'est pas novateur non plus. Dans la réalisation, c'est pas fantastique. Donc, c'est vraiment très, très passable. Je verrai la suite parce que j'aime les personnages grâce au premier film qui m'avait marqué, mais par contre, c'est pas des bons films, quoi. D'accord. Voilà, à toi. Eh ben moi, les derniers films que j'ai, ce ne sont pas des films qui sont sortis au cinéma, mais Ce film n'est pas un film? Ce film n'est pas un film. Ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Le premier, c'est Play Dirty de Shane Black. Ah, faut que je me passe Avec Mark Wahlberg. Ouf. Ouais. Bon, tu m'as dit deux choses qui me donnent pas envie de le voir. Et en fait, Mark Wahlberg reprend le rôle d'un personnage. Alors, je sais plus qui a écrit ça. Pourtant, très connu. Est-ce que c'est Raymond Chandler ou Dashiell Hammett, je sais plus, qui avait fait. En fait, John Boorman avait déjà traité ce personnage dans Point Blank de John Boorman. Bah oui, John Boorman, il l'a traité de John Boorman forcément, avec Lee Marvin, fin des années 60. Et aussi, ce personnage a été interprété par Mel Gibson dans Payback. Ah ouais. Okay. Sauf qu'il portait pas le nom de Parker, mais Porter, je crois. Okay. Et par Jason Statham dans un film qui s'appelle Parker, justement. Voilà. Oui. Et le film est chiant. Ah. Voilà, enfin, je sais pas. Ça se veut, enfin, les extraits que j'avais vus pouvaient faire penser à un truc un peu léger, un peu drôle, et en fait, je trouve pas le film drôle. Grosso modo, c'est un voleur qui se fait entuber. Shane Black, j'ai jamais trouvé très marrant, moi. Ça pue quand tu rôdes, Franck. Ouais. Bah oui, c'est la bière. Non, ça sent pas la bière. Ouais, non, mais... Je sais pas ce que t'as bouffé à midi, mais... Non, mais ce soir, j'ai bouffé des pâtes bolo. Ah, ouais, okay, c'est les oignons. Oh, la vache. Ah oui. oui. Bon, bref. Voilà. Non, j'ai trouvé ça chiant, en fait. J'ai trouvé ça trop long. J'ai trouvé ça pas très intéressant. Donc, c'est un voleur qui se fait arnaquer par une autre voleuse avec qui ils ont fait un casse. Elle décide de dézinguer tout le monde, de partir avec le pognon et réinvestir le pognon pour un autre casse. Donc Mark Wahlberg, lui, ce qu'il veut, c'est récupérer sa part, récupérer son pognon, quoi. Et il va chercher la nana et la nana lui propose de s'associer à elle, sauf que il a fait la promesse à la veuve d'un de ses potes voleurs qu'il tuerait la nana, sauf qu'il est obligé de s'associer avec elle d'abord et tout. Et c'est chiant. C'est chiant, non mais enfin je veux dire. Quand t'en parles, je me dis putain vivement qu'on peut faire son film suivant. Ouais, non mais non. Ça me donne pas envie du tout. Non, c'est pas très intéressant quoi. Et puis je trouve que Mark Wahlberg, je l'aime bien. Enfin, je pense que c'est un bon gars, tu vois. Oui, mais moi c'est pareil. Quand j'en parle, j'exagère le trait, mais bon, c'est pas un mauvais acteur non plus, tu vois. C'est pas. Mais en même temps, voilà. Il a un physique un peu atypique, hein, qui donne pas envie. Ouais, bon, en même temps, non, mais je comptais pas y aller, mais hein je comptais pas y aller. Non, de toute façon, mais il y a des personnages que tu trouves attachants, d'autres non. Lui, bon. Ouais, je sais pas. Bon, bref, enfin voilà. Donc non, enfin, je développerai pas plus parce qu'il y a pas, j'ai pas grand chose d'autre à en dire. J'ai trouvé ça, ouais, j'ai trouvé ça lourd. En fait, c'est lourd, c'est chiant, c'est. Ouais, c'est Shane Black, ouais. Ouais, enfin, je sais pas si c'est Shane Black, mais c'est. Ouais, donne-moi un bon film, Shane Black. Oh, je crois que. Alors, il faudrait que je le revoie. Si, j'avais bien aimé The Nice Guys. Je l'ai pas vu. Avec Ryan Gosling, et il faudrait que je revoie Kiss Kiss Bang Bang avec Val Kilmer et puis Robert Downey Jr. Parce qu'on était jeunes, celui-là, Franck. Parce que c'est la même lourdeur que. Non, mais après Shane Black, c'est surtout en tant que scénariste, quoi, tu vois, avec L'Arme Fatale. Ouais. Bref. Donc voilà. Tu as un autre film, toi? Oui. C'est quoi? Chien 51. Ah oui, alors moi je l'ai pas vu. Adèle Exarchopoulos. Oui. Exarchopoulos ou Exarchopoulos? Moi je dis Co, et je crois qu'on dit Co. Ouais. Et Gilles Lelouch. Ouais. Deux têtes d'affiche qui font que j'irai voir le film, même si c'est n'importe quel réalisateur. Avec une blague désopilante dans la bande-annonce, on joue à ni oui ni non. Ouais, perdu.
Voilà. Et c'est réalisé par Jiménez, Oui, qui avait fait, donc Novembre, Bac Nord, Bac Nord, etc. Il en a fait 5 ou 6. Comme tu ne l'as pas vu, je ne vais pas te spoiler. Le film est sorti récemment, donc je ne vais pas non plus spoiler les gens qui nous regardent. Si ce n'est que je leur dirais de potentiellement aller le voir, parce que je pense que le film va pas vraiment marcher. D'accord. Le film réussit à créer une ambiance. Uh-huh. Le film réussit à créer un monde, Ouais. un univers. D'accord. Et en ça, c'est plutôt agréable. Ça se veut être un monde un peu futuriste, où la police est pour le coup équipée d'une intelligence artificielle évoluée. Et en fait, c'est l'intelligence artificielle qui aide à résoudre les enquêtes. Et le taux de criminalité est au plus bas parce que du coup, enfin il est peut-être pas au plus bas d'ailleurs, je sais plus, mais en tout cas, chaque truc est résolu très rapidement et facilement parce que l'intelligence artificielle, tu vois. Et en fait, c'est un monde où du coup, il va y avoir des zones selon si t'es riche ou pas, selon si t'es classé dans une zone, machin, etc. T'as la zone des prostituées, la zone des... Et du coup, on navigue dans ce monde-là, et comme c'est un polar, bah, ça fonctionne bien. Il y a une espèce de truc un peu crasseux qui est là. Et puis l'alchimie entre les deux acteurs principaux fonctionne vraiment. D'accord. Tu peux penser au début que c'est un peu fake, et puis on s'y attache à ces deux personnages. La fin est bonne. Je parle la fin d'un certain arc, parce que la fin, le résumé même du film, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure pour Dalloway. C'est tu te dis, le film sort il y a 15 ans, ok. Aujourd'hui, c'est ringard comme c'est pas possible, quoi. Tu vois. Donc en fait, si tu veux, demi-teinte. J'ai passé un agréable moment de divertissement. Il y a des bonnes choses. Et il y a aussi beaucoup de vide. C'est-à-dire que tu verras quand tu mettras le film, je te spoil pas trop, c'est vraiment juste à un moment donné, il rentre dans une scène de discothèque. Et il y a de très bonne musique. Il te filme des corps très sympathiques à regarder. Ça bouge dans tous les sens, c'est dynamique. Mais pourquoi, en fait, la scène ne débouche sur rien? Et on y passe 5 minutes dans ce truc-là, tu vois. Donc voilà, il y a des moments comme ça où tu te dis, bon, il s'est fait plaisir, mais ça rime à quoi? Mais il y a une esthétique, il y a une vraie... il y a du punch dans la réalisation, tu le suis, tu as envie de savoir ce qui se passe. Après, l'histoire est pas non plus... voilà. Le film est sauvé par ses interprètes. D'accord. Vraiment. Mais c'est pas désagréable, du coup. À toi. Pour le dernier qui va clôturer cette vidéo. Clôturer. Ouais. Moi, c'est un film de plateforme qui vient de sortir sur Netflix. C'est le dernier film de Catherine Bigelow qui s'appelle A House of Dynamite. Est-ce qu'on l'appelle comme ça parce qu'elle voit mal? Catherine Bigelow? Ouais. On aurait dit bigleuse. Pardon, pas pour moi. Ce serait un homme alors comme... Non, faut pas dire après parce qu'on va avoir un procès et tout. Donc voilà, faut pas dire. Ah, c'est pas bien. Bref, bon, passons. A House of Dynamite. Appelez-la Catherine Bigleuse à partir de maintenant. Parce que Bigelow, c'est... Alors moi, j'ai adoré. Franchement, Tom, par exemple, lui a détesté. Tu vois. D'accord. Et je pense que les critiques vont dans un sens ou dans l'autre. En fait, le postulat de départ, c'est il y a un missile atomique. On dit pas ça maintenant. On parle d'une femme. Ouais. Une bombe. Non mais. Un avion de chasse. Il y a un missile qui est repéré au-dessus du Pacifique, au niveau de la Corée et tout ça, et donc là, cellule de crise. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le film suit 3 points de vue. T'as d'abord le premier point de vue, et puis on va au deuxième, et puis on va au troisième. C'est-à-dire quand tu parles de point de vue, c'est à chaque fois des personnages différents? Oui. Okay. Et des personnages forts, genre tu as 3 trois arcs narratifs. Alors le premier arc, c'est Rebecca Ferguson et je sais plus comment s'appelle l'autre acteur qui joue un général qui est assez connu. Dans le deuxième... Pour vulgariser, c'est un petit peu comme dans le film Évanoui, pour ceux qui ont vu. Non. Évanoui, le film d'horreur. Oui. Aussi, tu as plusieurs points de vue de personnages. Oui, mais enfin bon, là, ça Ils vont pas se rencontrer? Non. Oui, enfin, si, ça, en fait, ça se croise. Mais, je sais pas comment dire. En fait, l'idée, c'est que ils voient un projectile qui est lancé. Donc, tu as toute une cellule des crises. Ils vont les suivre et tout. Et jusqu'à arriver où ils se rendent compte que le missile va aller taper dans une ville des États-Unis. Et en fait, au moment où la bombe s'apprête à taper, ça s'arrête et tu passes à un deuxième point de vue où on repart du début et revu du point de vue d'un autre point de vue et troisième point de vue du président des États-Unis
qui est campé par Idriss Donc, Elba. il y a une espèce de fatalité qui s'installe parce que tu sais que ça va échouer, peu importe ce qu'ils vont faire, non? Ben, en fait, en fait, toute la question, en fait, voilà, le film va diviser parce que, ouais, mais là, je vais te spoiler. Ah bah alors, C'est, et tu penses que ça me gâche le film si tu spoil? bah, bouche-toi les oreilles et fais blablabla Vas-y si tu pendant veux. ce temps. Non, mais parce que le film il n'y a pas de résolution, en fait, au film. Et le film te laisse, vous laisse, en l'occurrence, je dis pas te, parce que t'es pas tout seul, vous laisse sur votre fin, en fait, enfin, sur votre fin. Mais c'est pas là qu'est tout l'intérêt. Tu peux enlever Hein? tu peux enlever. Quoi? Tu peux Je enlever t'entends pas? oui, enlève tes mains. Non, enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'intérêt ne réside pas là où on pense qu'il pourrait être dans un film lambda. Ok. C'est-à-dire que t'as pas forcément les réponses aux questions que tu te poses, et ça en a frustré beaucoup. Mais en fait, tout l'intérêt n'est pas là. Tout Tu l'intérêt vas est me le dire dans. ton spoil en fait là. Non, ouais, mais non, parce que je te dis rien. Je te dis rien. Bref, Ok. non, enfin, vois-le. Franchement, moi Oui, je le verrai, oui. j'ai passé le film, je sais pas combien de temps il dure, peut-être 2 heures ou quoi. J'ai adoré. D'accord. J'ai vraiment adoré. Et j'avais l'impression, malheureusement, de voir un vrai film de cinéma, mais malheureusement pas au cinéma. Quoi. Ah ouais, c'est dommage. Ben oui, c'est un film de plateforme. C'est quoi? Est-ce que c'est politique? Ben en fait, tu vois tout ce qui se met en place si jamais il y avait une menace nucléaire. Ouais, mais justement, tu vois tous les rouages. Entre guillemets, les enjeux. C'est-à-dire, est-ce que tu vois qu'on est confronté à des choses qui font qu'on n'arrive pas à résoudre des problèmes? Enfin, le film parle de quoi? Ben, il parle de tout ce qui est mis en place pour essayer d'intercepter le missile. D'affronter ce problème-là, ouais. Jusqu'à Mais est-ce que ça montre l'incapacité de l'Amérique à pouvoir répondre à un problème qui le dépasse, ou est-ce que ça montre, je sais pas, justement il y a de la corruption, il y a de la. Non, alors en fait, t'as une approche qui est très, elle filme toujours caméra à l'épaule. T'as une approche presque documentaire entre guillemets. On est dans l'action quoi. C'est voilà, c'est ça, t'es dans l'action tout le temps. C'est-à-dire, il se passe ça, on appelle qui fait quoi, machin. Et en fait, tu vois les rôles de chacun et tu vois les différentes étapes, tout ce qui se met en place au fur et à mesure que la bombe se rapproche. Et voilà. Et enfin, moi, j'ai kiffé ce film. D'accord. J'ai vraiment kiffé ce film. Okay. Après, on peut lui trouver des défauts, on peut dire que certains personnages sont pas assez développés, d'autres sont développés de manière assez superficielle. Mais moi, écoute, pendant tout le film, il y a une tension. Et ce qui est assez génial, c'est que à la fin de chaque partie, tu as la tension qui est au maximum et paf, ça retombe puisque tu passes à la deuxième partie qui reprend du début. Donc, et à chaque fois, ça nourrit ta tension et enfin, je sais pas, moi j'étais captivé, voilà, captivé par le film. Ça me fait penser. T'as terminé ou pas? Ben oui. Parce que je vais basculer sur un autre film en fait que j'ai vu. Parce qu'il est sorti sur Amazon Prime. Oui. De Lost Bus. Ah mais je l'ai vu. De Paul Greengrass. Oui, de Paul Greengrass. Avec Alright. Matthew McConaughey. On peut en parler, je crois qu'il est sorti en. Ben, il est sorti sur plateforme aussi. Ah, mais il est sorti en septembre ou octobre en tout cas, non? Oui, c'est ça, oui, par là, oui. Donc, un chauffeur de bus scolaire qui est un peu dépassé par sa vie, a des complications de communication avec son fils, qui veut faire des heures supplémentaires, mais il n'arrive pas à boucler les fins de mois de ce qu'on comprend. Et donc, un incendie, alors c'est tiré d'une histoire vraie, un incendie qui prend naissance éloigné d'une ville. Toutes les autorités pensent que l'incendie n'ira jamais jusqu'à cette fameuse ville. Il se trouve que la nature reprend ses droits et qu'avec la force du vent, cette ville va prendre feu. Donc ça, c'est ce qui est tiré d'une histoire vraie qui date d'il y a à peu près une petite dizaine d'années, je crois, j'avais regardé sur Internet. Et c'est sacrément bien quand même. Hein. Je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je l'ai vu en 2 fois parce que je me suis endormi dessus. Putain. Alors, en termes de réalisation et d'immersion, je trouve ça fantastique. Ouais. C'est-à-dire que quand même, la caméra qui se balade entre les flammes et tout dans la nature. Ouais, sauf que moi je trouvais que sur la fin, il y avait des effets visuels qui étaient pas très heureux. Ah ouais, tu chipotes. Ouais, non mais c'est pour parce que c'est quand même super bien fait. Moi je trouve qu'il n'y a pas de film d'incendie qui lui arrive à la cheville à celui-là, tu vois. En même temps, il n'y a pas beaucoup de films d'incendie.
Backdraft. Ouais, mais Run Howard. ouais, mais là, on est vraiment dans la. Enfin, c'est chez les pompiers, là. Ouais, Ouais. là, c'est, ouais. Je sais pas, non, non, Voilà, après, en termes de film catastrophe, oui, c'est un film catastrophe, ça ouais. marche vraiment, quoi. Et puis, Et le film n'est pas une catastrophe. le film n'est pas une catastrophe. Le style Paul Greengrass peut en déranger beaucoup. Ouais, encore, je le que... trouve plus sage que Et d'habitude. ben, c'est ce que j'allais dire. Mm. Il s'est quand même posé un petit peu plus. Il y a des moments de calme. Ça fait du bien. Parce que c'est vrai que moi, j'aime pas trop ce réalisateur à cause de ça. J'ai du mal à suivre un film du début à la fin en me disant. Ah si, moi, il y a bah, j'aime bien les Bournes là, et puis Captain Phillips là avec oui. Tom Hanks, Oui. que j'adore moi. Ouais, mais c'est un style très particulier. Oui, bah oui, la shaky cam là, c'est. Ouais, moi j'ai pas grand chose à en dire. Moi, je trouve que c'est un super film catastrophe. Ouais. Vraiment. Et la réalisation, pour le coup, met vraiment en avant, upgrade le film, si tu veux. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été moins bien. Pour le coup, je trouve que la caméra à l'épaule, elle a toute son importance dans ce film-là, et que les cuts sont moins courts que dans ses précédents, et justement, ils sont mieux dosés. Ouais, t'as le temps de mieux voir. Ouais, non, vraiment. Et puis je te dis, cette façon de rendre vivant l'incendie, quand ils sont entre les braises et que tu vois rien, et que tu as juste plein de petites braises qui illuminent le ciel autour d'eux, moi, j'étais vraiment en immersion par rapport à ça. Ouais. Donc, je l'ai trouvé super. Voilà, c'était pour conclure. C'était la petite surprise le cadeau de fin de vidéo. Ouais. Best of. Ben voilà, ça fait pas mal de choses. Oui, là. on va aller dormir maintenant. Oui, un suppôt et au lit. On se retrouve le mois prochain, du coup, pour... Ou dans 2 mois, parce que j'ai vu la régularité. Oui, mais quand même, on rattrape le mois qu'on n'a pas dit. Donc, oui. Ça va. Oui, heureusement qu'on n'a pas une année à rattraper. Quoi. Merci. Dites-nous en commentaire ce que vous avez vu, et puis si vous n'êtes pas d'accord avec Franck, surtout, c'est très important. Ouais.